Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis d'être ici ce soir avec vous et de vous recevoir dans ce grand auditorium de la MC2. Nous allons tous ensemble débattre, partager, chercher des problèmes, trouver des solutions sur ce thème, ce grand thème qui est démocratie et justice sociale au secours du climat. On va sauver la planète. Ce soir, nous allons parler aussi de choses qui concernent même la ville, les citoyens. La ville, les citoyens, les gens. Oui, les gens que vous par exemple, on va aller aussi loin que parler peut-être toi là-bas. Ouais, Vous, là, super. aussi, j'espère que vous sauverez des choses. On va sauver les apparences déjà. Ouais, tout à fait. Mais on va parler des choses comme la fonte des glaces dans les pôles, ou je sais pas, il y a des choses terribles qui se passent en Amazonie, les arbres disparaissent, la déforestation. Hein? Non, là-dessus on va pas débattre. Non, ça j'assume. J'ai besoin de personnes pour ça. Non, c'est gentil de penser à moi, mais non. Très bien. Est-ce que tu brilles un peu? Non, mais ça c'est parce que je suis ému. Moi, je suis vraiment ému d'être là ce soir et que vous soyez là pour participer à notre conférence. Alors, quand est-ce qu'on chante? Est-ce que moi, est-ce que c'est à la Maison de la Culture? Je me suis dit, on va faire une chanson, on va faire un truc super gay, un truc entraînant, un truc avec les gens, genre un truc, je vais dire universel, quoi. We are the world, tu vois, genre, tiens, ouais, We are the world, on connaît tous. Non, mais We are the world, allez hop, on lève les bras et tout. Here comes the time when we hear a certain call. Allez, we are the world, allez, battez les bras. Battez les bras, oui, si vous êtes contre le réchauffement climatique, battez les bras. We are the world. Ouais. Et nous, on est en plein réchauffement climatique, c'est rien de les bras, mais eux, ils sont tranquilles. Allez-y. C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que commencent les idées. Voilà, les grands moments de l'histoire. Je suis d'accord avec toi, on oublie toutes les fiches avec toutes ces notes qui en fait ne servent pas. Allez-y, tous ensemble. On essaye une dernière fois. Ok. Alors, on va quand même avoir des invités, je pense. C'est vrai. Du coup, ils étaient sur les fiches, les invités. Mais ils sont illustres. Et ils vont être là pour vous écouter, pour parler avec vous, pour amener leur savoir. Ouais. Il n'y aura pas que nous. Parce que parce qu'on a donné l'impression comme ça que c'était nous le spectacle ce soir. C'est un peu nous aussi. C'est un peu nous, ouais, on sait que vous êtes aussi venus pour ça. Et on vous remercie d'ailleurs. Voilà, mes parents sont là et qui sont venus de Vichy à côté. Voilà. Merci. Et voilà. C'est gentil. Mon père supporte Clermont-Ferrand, ils nous ont tapé au rugby, salopard. Et voilà. Donc oui, ce soir, nous aurons différents intervenants que vous allez découvrir sous peu, qui seront certainement aussi bons que nous, aussi intéressants, aussi dans le sujet. Ils peuvent tenter leur chance. Moi, j'ai confiance en vous. Mais c'est vrai que, comme on le disait, pour démarrer comme ça une conférence avec autant de monde sur un sujet qui peut être grave, qui nous concerne tous, de plus en plus, on le voit dans l'actualité, effectivement, on va peut-être lancer quelque chose de... Qui y aura? Dis-nous, qui y aura? Bon, d'accord. Donc nous avons ce soir un astrophysicien, Aurélien Barraud. Alors, qui est le Bruce Willis des astrophysiciens? Voilà. Il est probablement dans une conduite d'aération quelque part. En débardeur. Voilà. Alors là, vous allez voir, lui, énorme. Ensuite, nous avons Stéphane Labranche, qui est un membre du GIEC. Voilà. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, mais à ne pas confondre avec les personnes qui habitent en tout cas, il est assis au sur sud de celle l'Europe. qui va scier Stéphane Labranche, que vous pourrez applaudir plus tard. Tout à fait. Nous aurons aussi François Bonnaz, un politologue. Alors lui, je ne le connais pas. Moi non plus. Mais il est politologue, donc les politologues, Alain Quérol, les gars qu'on voit à la télé sur les chaînes info, lui il est politologue, il est parti du même truc, il discute pendant des heures sur les chaînes info, il discute pendant des heures sur les chaînes info avec le bandeau, on continue des infos qui passent et qui nous disent que tout va mal. Quelqu'un de très important, donc. Ouais, il est politologue, donc il connaît du monde que nous on ne connaît pas. Ah bah moi je ne connais pas ces gens, mais nous allons donc découvrir son univers ce soir. Et enfin, nous avons aussi Sébastien Mabille, qui est donc au départ du projet Notre Affaire à tous. Et c'est un peu le cas. C'est pas le Bon Coin, ça, Notre Affaire à tous? Non, le climat, les problèmes, c'est Notre Affaire à tous. Ouais, mais il est bien lui aussi. Enfin, Et n'oublions pas tous les étudiants de Citizen Campus. Qu'on peut applaudir bien fort. Voilà, quand vous les verrez. Parce que voilà. on va les prendre pour... Stop! Ne les habituez pas non plus. Voilà.
Ils sont faciles à reconnaître, ce sont eux qui ont les cheveux gras. Voilà. Ça reste des étudiants. Voilà, Gardez vos applaudissements pour les... Voilà, merci. Et ils ont énormément travaillé cette année pour vous présenter les sujets de ce soir. Et ils sont surtout là parce qu'ils faillotent pour leur partiel. Ouais. Non mais dis pas ça. Grenoble, c'est une ville universitaire et tout, ça met en valeur. Ça met en valeur. Ouais, oui, si. En valeur que c'est juste non, mais bon. le lundi et puis ils ont trouvé moyen d'être au buffet gratos, c'est tout quoi. Non, je sens que tu es un peu aigri. Je sens que parce que tu n'as pas pu lancer le public, tu n'as pas pu chanter, tu n'es pas bien. Enfin voilà quoi. On va We Are the World quoi. Allez, allez-y. Pour lui, pour nous, pour qu'on puisse. Alors on va le faire a cappella. Ouais. On va faire We are the world. We are the children. We are the ones who make a better place. So let's start giving. We are the world. We are the children. Je sens quelque chose. We are the ones to make a better place. So let's start giving. Let's start giving. We are the world. We are the children. We are the world. À vous Grenoble. So let's start giving. Oh yeah. We are the world. On est un peu seul, Thomas. Bon, puisque vous avez été si gentil, si aimable. Voilà, on va vous laisser avec les gens importants. Et nous repartons dans la dignité. Voilà. Au revoir. Donc bienvenue dans notre débat ce soir. Merci d'être nombreux. Ce débat se déroule dans le cadre des rencontres nationales de la participation qui se déroulent à Grenoble pendant 3 jours. Donc aujourd'hui, demain et après-demain, 3 jours de débat, de discussion, de réflexion sur les questions de participation citoyenne. Donc il y a des gens qui viennent de toute la France, d'autres pays aussi, d'Europe. Je crois qu'il y a des gens qui viennent du Canada aussi, voilà, peut-être aussi, je crois, d'Amérique latine. Et puis ce soir, du coup, c'est une soirée ouverte aux personnes qui se sont inscrites dans le cadre des rencontres nationales de la participation et aussi au grand public grenoblois. Donc merci d'être présents. Donc la question qu'on souhaitait se poser ensemble ce soir, la démocratie et la justice sociale au secours du climat, avec un point d'interrogation effectivement, parce que nous avons tous beaucoup d'interrogations sur le lien entre ces 3 sujets. La question de la démocratie, la question de la justice sociale, la question du climat, comment on s'en sort, c'est quand même la question sociétale aujourd'hui. On le voit tous, on l'entend tous, on le vit tous. Donc on a vraiment tous envie de partager cette question-là. Et c'est de cette façon-là qu'on a envie de travailler le débat ce soir. L'idée qu'on a, c'est que les intervenants qui vont tout à l'heure monter sur scène, qui sont effectivement des experts, mais ce sont des experts qui, eux aussi, ont des interrogations, ont des questions. Ils n'ont pas forcément les réponses, et vous auriez les questions. Donc l'idée, on va organiser le débat sous forme d'interrogations qui rebondissent sur des interrogations. Et l'idée, c'est d'enrichir nos propres réflexions aux uns et aux autres. Et notamment, on va utiliser un outil qui s'appelle Klaxoon. Je crois que vous avez eu un petit flyer en rentrant dans la salle qui vous explique comment ça fonctionne. Je vous réexpliquerai tout à l'heure quand on ouvrira cette session-là. Donc, le débat va être interactif et vivant. On va passer à peu près 2h15 ensemble. Donc, les questions les interpellations, les idées que vous allez poser via Klaxoon, Nadia et Maxime sont ici. Ils vont les traiter en direct et on verra comment on pourra organiser ces idées qui émergent de la salle pour les poser aux intervenants. Donc on aura les interventions des participants, les étudiants de Citizen Campus et les dessins en direct de Barbara Bélier qui est ici, que vous voyez, qui dessine en direct du coup, qui a déjà commencé cet après-midi dans les visites et lors du forum des initiatives citoyennes pour la transition et qui continue ce soir à nous accompagner et on pourra voir ces dessins. Alors,
Juste quelques petits éléments avant de commencer le débat sur le fond. Quelques règles pour pouvoir vraiment échanger ensemble, pour que ce débat soit riche et porteur d'idées. Je demande à tout le monde et aux intervenants compris de respecter le temps imparti. Donc ça va être un temps assez rythmé. Il va falloir qu'on respecte les uns et les autres le temps donné. Et puis respecter aussi la parole de chacun, la parole soit par l'écrit, que vous pourrez envoyer via votre smartphone, soit la parole orale. Voilà. Donc en 2 mots, bienveillance et respect pour pouvoir mener à bien ce débat. Je tiens à vous présenter du coup un peu rapidement quand même les intervenants. Noé et Thomas vous les ont déjà présentés, mais je vais vous les présenter de façon un peu plus importante et vous dire pourquoi on les a invités ce soir. Alors nous avons tout d'abord Sébastien Mabille. Ils monteront sur scène tout à l'heure, puisqu'on aura avant d'autres séquences. Donc Sébastien Mabille, qui est avocat, enseignant à Sciences Po à Paris, et il est membre donc de l'association Notre Affaire à tous, qui a lancé aux côtés d'autres associations, donc Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, et Oxfam, l'affaire du siècle. Donc l'affaire du siècle, vous en avez tous entendu parler. Vous avez été un certain nombre, très certainement, à signer cette pétition, cette campagne de signature a aujourd'hui eu plus de 2 millions de signatures pour attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Donc le vendredi 15 février, l'État a indiqué par une lettre qu'il n'était pas responsable de son point de vue des carences dont il était accusé. Le 14 mars, le collectif déposera, donc on voit le collectif est en plein dans l'actualité, déposera son recours devant le tribunal. Et le 16 mars, ce collectif appelle aussi à une marche pour le climat. Donc Sébastien Mabille est engagé dans ces affaires en cours qui lient justice et climat, et aussi notamment, il pourra éventuellement nous en parler, sur une autre affaire contre Total. Et je le remercie vivement, vraiment, d'avoir remplacé Marie Pochon au pied levé, qui devait venir, qui n'a pas pu venir au dernier moment, parce que justement, l'affaire du siècle est sur une actualité très très forte. Voilà. Alors pour résumer, on pourrait dire que pour Sébastien Mabille, la mobilisation et la justice pourraient venir au secours du climat. François Bonnaz, notre deuxième intervenant. Donc François Bonnaz, après un master en histoire des théories économiques et sociales à l'université Lumière Lyon 2 et un mémoire de recherche sur la démocratie occidentale et le capitalisme, François est actuellement en thèse en sciences politiques à l'université de Grenoble-Alpes sous la direction d'Alain Faure. Son travail de recherche vise à comprendre les mécanismes du contre-pouvoir en démocratie directe, en étudiant plus particulièrement l'initiative populaire en Suisse. Donc c'est un spécialiste des questions de démocratie directe, on pourra en parler. Il souhaite mettre en perspective les différentes dynamiques du pouvoir à travers l'outil et les usages de l'initiative populaire. Et donc on est bien en plein dans l'actualité. En résumé, on pourrait dire pour François Bonnaz que la démocratie directe peut-elle, va-t-elle sauver le climat ? Notre troisième intervenant, Stéphane Labranche, est chercheur indépendant, membre du GIEC, sociologue, spécialiste du climat. Il est associé au laboratoire Pacte et à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Il est titulaire de la chaire Énergie-Climat à l'IEP de Grenoble et il est surtout québécois. Nous l'avons invité parce qu'il est spécialiste des questions de changement de comportement en matière énergétique et environnementale. Il pointe plus particulièrement les questions du sensible, du ressenti, de l'émotion et non pas de la raison dans nos changements de comportement. Car après des années d'information, de conscientisation, comme il dit, cela ne marche toujours pas. Donc en résumé, on pourrait dire pour Stéphane Labranche, pour lui, l'homme n'est pas un animal doué de raison. Ça se saurait. Et puis, je propose à Aurélien Barraud, notre premier intervenant, de monter sur scène. Merci Aurélien Barraud de venir nous rejoindre. Alors, Aurélien Barraud, je ne sais pas s'il faut que je le présente, mais tout de même, Aurélien Barraud est astrophysicien spécialisé dans la physique des astroparticules et des trous noirs et en cosmologie. Je ne comprends absolument rien de ce que je raconte, mais bon, voilà.
Il travaille au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Il est également professeur à l'université. Il est responsable du master de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Quand il n'étudie pas les trous noirs, Aurélien Barraud conseille des réalisateurs de science-fiction. Il a été compagnon cosmique, compagnon de route de Claire Denis pour son film High Life, compose des poèmes, s'engage en faveur de l'environnement. C'est pour cela que nous avons invité Aurélien Barraud. Il a notamment lancé avec l'actrice Juliette Binoche un appel intitulé « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité », signé par plus de 200 personnalités dans le monde, le 3 septembre 2018, à la suite de l'émission de Nicolas Hulot de son poste de ministre de la Transition écologique le 29 août 2018. Et du coup, Aurélien Barraud appelle le gouvernement à une action ferme et immédiate face aux dangers du réchauffement climatique. L'impact de cette tribune était sans précédent sur un sujet concernant l'environnement. En 2 jours, l'appel avait été partagé par 173 000 utilisateurs Facebook. En résumé, pour Aurélien Barraud, on pourrait dire, ou lui-même le dit, je crois que vous le dites, d'abord on sauve le monde, ensuite on voit. Donc on propose à Aurélien Barraud une petite formule d'interpellation pendant 7 minutes pour pouvoir poser les enjeux de son point de vue. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Je crois que le monde est mort. Mundus, en latin, comme cosmos, en grec, contient l'idée d'harmonie, de convenance raisonnable, de sens découvert ou inventé. Suivant cette acception, nous avons déjà tué le monde. Pourtant, quelque chose subsiste, nous sommes là, et notre responsabilité est immense, sans pareil, dans la longue histoire de notre vieille planète. Nous avons décidé de léguer, non pas aux générations futures, mais à un avenir déjà tangible, un espace, vraisemblablement bientôt nervuré de guerres, de famines, de pandémies. Ce n'est pas une projection collapsologique, c'est l'analyse rationnelle, factuelle de l'état écologique de la planète. Nous avons collectivement décidé de créer une Terre à la diversité mutilée et à la subtilité étiolée. La situation est donc triste, mais en contrepoint, j'entrevois aussi un espoir, presque un enchantement, parce que nous sommes ceux qui doivent réinventer un monde. Autrement dit, nous devons tout réécrire, possiblement pour le meilleur. J'accuse l'humanité insensible aux souffrances d'ores et déjà engendrées de crimes contre la vie. J'accuse l'humanité ne cherchant pas un ailleurs à l'actuel système mortifère de crimes contre l'avenir. Bref, état des lieux. La question principale aujourd'hui n'est pas, à mon sens, de sauver le climat. C'est bien plus vaste que cela. Il ne s'agit même pas de pallier un manque, mais bien plutôt de juguler notre fascination pour la fructification de l'excès. Et ce n'est pas une prédiction, c'est un bilan. C'est en cours, c'est en train de se faire. Dans les 40 dernières années, nous avons éradiqué 70% du vivant. Pourquoi ? D'abord, à cause de la fonte, du rapetissement des espaces vierges. Les vivants non humains n'ont tout simplement plus de lieu pour exister. Chaque année, la superficie des villes augmente de 400 millions de mètres carrés, celle des forêts diminue de 70 000 kilomètres carrés. Notre expansionnisme est intenable. Ensuite, il y a le problème de la pollution. Vous savez que l'océan de plastique fait aujourd'hui 3 fois la taille de la France, que sa masse est en augmentation exponentielle. Et ici, en France, dans les 4 dernières années, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme. Ça n'excuse pas ce dernier, bien évidemment, mais ça devrait de fait nous placer en état d'urgence environnementale, ce qui n'est manifestement pas le cas. Et enfin, il y a effectivement le réchauffement climatique, puisque nous sommes actuellement sur une pente, non pas à 1 ou 2 degrés, mais à 5 ou 6 degrés en un siècle, avec des conséquences incalculables. En parallèle de cette angoisse écologique se dessine bien sûr la question sociale. Je ne crois même pas qu'elle soit indexée à la première. Je dirais plutôt que c'est le verso d'une même sensibilité à la vie.
Un enfant meurt de faim en ce moment toutes les 6 secondes. Nous tuons chaque année 1000 milliards d'animaux dans des conditions épouvantables. Je ne crois pas que le sort des plus démunis en France soit particulièrement enviable, ni d'ailleurs celui des réfugiés qui agonisent devant nos frontières closes. Je ne crois pas que le racisme, le fascisme, le sexisme aient manifestement disparu de la surface de la planète. Il faut donc appréhender la situation dans toute l'étendue de ces circonstances. Que faire ? Bien sûr, je ne sais pas. Mais je vois d'abord un axe d'action au niveau de l'éthique individuelle. On sait tous que les petits gestes ne suffisent pas. Mais rien ne serait plus cynique et presque obscène que de ne pas les entreprendre. Parce qu'il ne peut pas y avoir de révolution globale sans qu'il y ait une révolution locale. Ça ne s'est jamais fait. Bien sûr, les entreprises les plus nocives doivent voir leur comportement infléchi. Mais enfin, en attendant, nous ne sommes peut-être pas obligés d'acheter ce qu'elles produisent. Il n'a échappé à personne qu'un ouvrage qu'on se procure en librairie ne coûte pas plus cher que suivant certaines officines Internet aux pratiques peu scrupuleuses. On ne peut pas continuer avec l'utilisation débridée de l'automobile et, pour ceux qui en ont les moyens, des transports aériens. Que ça plaise ou non, on ne le peut pas. Je crois que nous devons reconnaître que nous nous sommes collectivement trompés dans notre manière d'habiter l'espace. Mais il me semble essentiel que le coût de la reconversion soit évidemment pris en charge par ceux qui en ont les moyens et non pas, une fois de plus, une fois de trop, par ceux qui n'ont presque rien. Deuxièmement, il y a un axe d'action économique, à court terme. Je pense par exemple au pacte finance-climat qui souhaite lever des fonds à taux d'intérêt zéro pour la transition écologique. L'instigateur de cette affaire, Pierre Larouturou, rappelle que la BCE crée chaque année 1000 milliards d'euros qui sont essentiellement réinvestis dans la spéculation et que si le climat était une banque, nous l'aurions déjà sauvé. C'est une question de volonté et pas de faisabilité. À plus long terme, je crois que c'est toute notre architecture économique qu'il faut repenser. Autrement dit, il faut déconstruire cette fascination pour la croissance matérielle qui n'est pas tenable écologiquement et probablement pas souhaitable éthiquement. Pour le dire simplement, si on veut endiguer la pauvreté et cesser de détruire le monde, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de partager. Troisièmement, ne négligeons pas la dimension politique. Je crois qu'aujourd'hui, les actions sont sans commune mesure avec ce qui serait nécessaire compte tenu de la situation. Nous sommes tous faibles, et moi le premier, mais nous sommes parfois suffisamment sages pour comprendre que l'action collective peut effectivement nous sauver. Et au niveau politique, beaucoup reste à faire, qu'on ne nous parle plus, certainement plus, du risque d'une dérive totalitaire, d'un stalinisme vert. Ça m'agace profondément, personne ne veut cela, tout le monde aime la liberté. Mais enfin, aujourd'hui, le véritable risque liberticide, c'est la perte de la liberté d'exister. C'est la perte de la possibilité de pouvoir vivre dans un monde qui ne soit pas dévasté. Et je crois que c'est précisément ici qu'il faut faire porter l'effort. Quatrièmement, ne négligeons pas une dimension symbolique. Nous sommes des êtres de symboles. Nous aimons tous être aimés. Et là, il y a un gigantesque levier d'action qui ne dépend ni des lobbies, ni du pouvoir économique, ni du pouvoir politique. Nous pouvons changer notre regard sur les choses. Et ce regard est performatif. Croyez-moi, quand on aura tous décidé qu'une bicyclette est plus sexy qu'une voiture de sport, plus personne ne voudra de voiture de sport. Je crois que nous pouvons, par notre regard, ringardiser les comportements trop prédateurs vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de nos semblables, alors même qu'ils sont jusqu'alors plutôt méliorativement connotés. Cinquièmement, ne négligeons pas la dimension philosophique. Je ne crois pas que l'on puisse continuer à se penser en maître et possesseur de la nature, ni même d'ailleurs en défenseur de la nature. Nous sommes tout simplement une partie de la nature. Il faut rompre avec ce fantasme de discontinuité. Et ça me semble tout à fait essentiel parce que, vous voyez, c'est un peu la logique des réserves naturelles. Elles sont très légitimes et très importantes à court terme, mais ça n'a aucun sens. Comme si la nature ne pouvait exister que dans des microcosmes bien choisis. La réserve, ça devrait être la terre, avec éventuellement des microcosmes d'hubris industriel. Il faut renverser le rapport de normalité. Et enfin, sixièmement et dernièrement, je crois à la dimension poétique. Parce que le poète, c'est celui qui sait que dans l'infime de son texte,
il doit être humble et rigoureux, mais qui sait que la totalité de la grammaire du réel peut aussi, à chaque instant, être réécrite. Je crois que l'avenir sera poétique ou ne sera pas. Merci. C'est très difficile de reprendre le micro après Aurélien Barraud. Donc, je vais vous donner la parole. On va ouvrir le temps klaxoon. Donc, c'est juste un petit mot qui vous permet d'aller sur l'application pour pouvoir envoyer des post-it. Donc, ce qu'on vous propose pendant ces 20 minutes, c'est vous qui allez en fait construire les axes du débat qui vont être ensuite débattus, enfin réinterrogés par nos intervenants par la suite. Alors, comment on va le faire ? Vous allez vous réunir par 4, 5, 6. Donc, la salle n'est pas idéale pour pouvoir se réunir, mais vous vous retournez avec vos voisins, vous vous mettez par petits groupes. Et l'idée, c'est, voilà, vous avez le code, ça y est, vous avez le code. Une fois que vous vous êtes mis d'accord, donc l'idée c'est de se mettre d'accord collectivement à 4, 5, 6. Une fois que vous vous êtes mis d'accord collectivement sur une idée, une interpellation, une proposition, une question, etc., vous l'envoyez. L'idée, ça serait d'en envoyer 2 par groupe, parce qu'autrement on va être submergé, on va pas arriver à les lire, on va pas arriver à les trier, on va pas pouvoir travailler sur ce que vous allez envoyer. Donc voilà, vous avez un petit moment pour vous mettre par groupe, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous retourner, vous pouvez, allez-y, faire du bruit, discuter, etc. Voilà. Voilà, on ouvre le temps, les 20 minutes sont ouvertes et on va voir en direct les post-it numériques que vous allez envoyer. Vous allez pouvoir voter sur les post-it aussi. L'idée, c'est de voter sur celles de vos voisins et des autres groupes et non pas sur les vôtres. OK ? Si vous avez des problèmes, il y a des personnes qui circulent dans la salle de la métropole de Grenoble et de la ville de Grenoble qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des petits papiers si vous ne voulez pas utiliser ou si vous ne pouvez pas utiliser vos smartphones et qui peuvent eux-mêmes envoyer sur leur propre équipement. OK ? À tout de suite. Merci. Donc, vous voyez, ils sont à peu près une vingtaine. Là, je ne sais pas, ils sont peut-être une quinzaine sur scène, mais en tout, ils sont une vingtaine. Donc, Isabelle, merci de votre présence. Merci de votre présence à tous. Et puis, merci de votre présence, Isabelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expérimentation, cette innovation grenobloise de l'université grenobloise, puisque je crois que ça n'existe pour l'instant nulle part ailleurs. Donc, effectivement, c'est une expérimentation et une innovation grenobloise. Donc, qu'est-ce que Citizen Campus ? Merci, Sylvie. Eh bien, il y a quelques minutes, vous avez partagé vos avis, vos interrogations sur le thème et vous avez construit ensemble des questions. C'est en partie ce que vivent les étudiants de la première promotion Citizen Campus. Citizen Campus, c'est une formation complémentaire, en plus donc de leur cursus principal, ouverte à tous les étudiants de Grenoble, de Bac+2 à doctorat, donc tous les niveaux d'études, et également toutes les filières. Pourquoi Citizen Campus ? Parce qu'aujourd'hui, notre société se transforme en accéléré et que la science et la technologie sont au cœur de ces transformations et qu'il est légitime que les citoyens puissent en être vraiment acteurs. Que l'on soit citoyen, dirigeant ou élu, on aimerait en effet prendre les bonnes décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut savoir poser les bonnes questions. Et vous avez vu comme c'est difficile. Donc l'ambition de Citizen Campus, c'est ça. Permettre à ces étudiants volontaires d'expérimenter dès leur formation cette complexité par la pratique. Donc questionner, débattre et décider. Ce ne sont pas des cours, ils ne sont pas en amphi, ce ne sont pas des tables rondes non plus. Les étudiants alternent des séquences de travail, de débat, de questionnement avec des scientifiques, des dirigeants d'entreprises, des élus politiques, des associations de citoyens.
et des journalistes sur ces sujets complexes. Nous n'en faisons pas des experts, ni des spectateurs avertis, mais des citoyens déjà expérimentés. Citizen Campus, pour l'université et pour ses partenaires, c'est vraiment un pari sur l'avenir, et c'est effectivement unique à Grenoble et original. Alors pourquoi nous sommes là ce soir ? Eh bien, dans Citizen Campus, nous voulions contribuer à un événement local public. Merci de l'invitation. Et donc, les étudiants de la promotion ont réfléchi à ce que leur évoquait le thème de ce soir. Quel écho avec ce qu'ils ont vécu au fur et à mesure de Citizen Campus, dans lequel ils sont impliqués et ils explorent depuis septembre. Donc, 4 d'entre eux vont maintenant vous livrer leur réflexion, la réflexion de la promotion. Merci d'être bienveillants et d'être à l'écoute de ce qu'ils ont envie de partager avec vous pour alimenter les questions de ce soir. Merci, oui, vous pouvez les encourager. Merci. En réponse au changement climatique, de nombreuses initiatives citoyennes voient le jour afin d'intégrer l'opinion des citoyens au processus de prise de décision publique. En effet, leur objectif principal est que si les citoyens sont plus intégrés à la démocratie, alors cela permettrait de garantir, ou du moins de tendre vers une transition écologique plus juste et mieux comprise et acceptée par l'ensemble des citoyens, et ce, quel que soit leur degré d'intérêt par rapport à la question. On peut citer le nouveau plan Air, Énergie, Climat qui est actuellement mis en place par la métropole Grenoble-Alpes et qui permet aux citoyens de l'agglomération grenobloise de s'exprimer à ce sujet. Maintenant, pour répondre spontanément à la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est-à-dire démocratie et justice sociale au secours du climat, sans faire une analyse plus approfondie des termes employés, il est vrai que c'est une problématique qui fait beaucoup référence à l'actualité par rapport au changement climatique ainsi qu'au processus de démocratie participative et de citoyenneté, comme en témoignent les nombreux mouvements citoyens qui ont rythmé l'actualité climatique ces derniers temps. On peut se référer aux exemples des marches pour le climat ou encore de l'affaire du siècle, dont nous avons parlé précédemment, qui soulignent la pertinence de la question posée. À titre d'exemple, l'affaire du siècle a réuni plus de 2 millions de signatures pour attaquer en justice l'État français et s'inscrit dans une logique complémentaire à celle des marches pour le climat qui font l'objet de rassemblements citoyens uniques en France et à l'international. Toutefois, peut-on réellement affirmer que ces initiatives citoyennes contribuent à la justice sociale et que la démocratie est le terme le plus approprié pour traiter un très grand nombre de personnes et qui sont souvent actuelles ? La question démocratie et justice sociale au secours du climat nous interpelle, mais mérite d'être reformulée ou du moins axée différemment afin d'éviter une analyse trop réductrice de la problématique posée et ainsi proposer plusieurs champs d'études possibles. Qu'entend-on exactement par démocratie et justice sociale ? Quel sens peuvent prendre ces notions ? Avec notre expérience Citizen Campus, nous avons compris l'importance de définir les termes du débat et d'explorer le plus largement possible les questions. Car souvent, il s'avère que les sens, les interprétations données à différentes notions et problématiques divergent d'une personne à l'autre, à tel point qu'il faut parfois un long moment avant de se rendre compte qu'on ne parle pas vraiment de la même chose. Alors nous avons interrogé la question pour dégager les nouvelles questions qu'elle nous évoque et d'ouvrir quelques pistes au débat. D'une part, démocratie. Ce terme fait généralement référence à un régime politique dans lequel les citoyens sont eux-mêmes dépositaires du pouvoir. Ce que décrivait Lincoln comme le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et puisqu'en France, nous nous réclamons d'une démocratie, il paraît assez étonnant d'appeler à l'aide notre propre modèle politique, comme cela est posé dans le sujet de cette soirée. Est-ce là un aveu d'échec ? Cela suppose-t-il que nous ne vivons pas dans un système véritablement démocratique ? En fait, d'après ce que nous a dit Yannick Blanc, haut commissaire à l'engagement civique, il paraît que le peuple n'a jamais été composé entièrement de citoyens. Parce que tout le monde ne peut pas être citoyen, il faut bien à un moment décider de qui ne l'est pas et n'a pas les droits qui vont avec. Pour reprendre ces mots, l'histoire de la citoyenneté est une histoire d'exclusion. Invoquer un renouveau démocratique comme nous le faisons, revient-il à admettre que nous évoluons toujours dans un paradigme de l'exclusion ? Dans ce cas-là, qui est exclu du pouvoir aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les citoyens ? Est-ce le système démocratique lui-même ? Ou simplement les sujets trop sensibles, trop compromettants politiquement ou trop conflictuels qui sortent alors du champ des décisions ? D'autre part, la question comporte le concept de justice sociale, qui en première approximation renvoie
à une construction morale et politique aspirant à l'équité et l'égalité des individus dans une société. La juxtaposition des termes, justice sociale et démocratie, signifie-t-elle que ces deux valeurs sont considérées comme dépendantes et indissociables, ou l'inverse, ou pas? S'il y en a une, où se situe la priorité entre justice sociale, démocratie et climat? Ces questions sont d'autant plus importantes vis-à-vis du changement climatique et des transformations environnementales et des réponses que nous pouvons apporter collectivement, car la difficulté à transformer le réel à partir d'idéaux environnementaux est vraiment évidente, en bonne partie à cause des nombreux conflits d'intérêts et de priorités auxquels ils se confrontent. La difficulté, par exemple, à mettre en place une taxe carbone est un exemple qui illustre bien cette problématique. Un autre point important qui nous interpelle à la lecture de ce sujet, c'est la question d'échelle, de contexte. Ce sont des rencontres nationales qui, d'après ce que nous avons compris, ambitionnent de promouvoir la démocratie locale. Pourtant, le changement climatique, la transformation environnementale est un phénomène mondial et l'environnement un bien que nous partageons avec le reste du monde. Le réchauffement ne connaît pas le concept de frontières qui sans doute nous paraîtra de plus en plus dérisoire face à l'irréversibilité des transformations environnementales et de ses conséquences pour la nature et donc entre autres l'humain ici et ailleurs. Alors, quel cadre donnons-nous à démocratie? Quel cadre donnons-nous à justice sociale? Quel cadre devrions-nous donner à démocratie, à justice? Dans un monde aussi interconnecté qu'il l'est aujourd'hui, où le mode de vie des uns peut gravement nuire à la survie des autres, à l'autre bout de la planète, considérer les valeurs de démocratie et de justice au niveau local, ou même encore au niveau national, a-t-il encore du sens? Dans ce contexte, la démocratie locale est-elle une façon de contenter les citoyens? Est-ce un lot de consolation face aux vrais enjeux de la transition écologique qui se jouerait à d'autres échelles? N'est-ce pas dérisoire par rapport à l'ampleur du phénomène? Et espérons le contraire. Tout ça fait bien tourner les méninges. Il y a des grandes questions et de grands thèmes. Remettre la question dans le contexte actuel nous aidera peut-être à y voir plus clair. Pourquoi sommes-nous là? On est là ce soir pour ouvrir les 3e rencontres nationales de la participation. Ok. Et cette rencontre, elle parle de quoi? De renouveau de la démocratie locale. La réponse est peut-être là-dedans. Sans doute nous faut-il interroger ces nouvelles pratiques démocratiques que l'on nomme délibératives, participatives ou locales, et explorer la manière selon laquelle leur instauration permettrait de promouvoir la justice sociale. C'est chouette, parce que dans la question posée, ça entend que cela nous permettra de lutter contre le changement climatique et de sauver des chatons. Bon, très bien. Regardons alors ce renouveau démocratique de plus près. D'abord, de quelle pratique parlons-nous exactement? De référendum, de jury citoyen, de débat Twitter? Tout ça, ce sont des manières de participer, mais qu'y a-t-il derrière ces formes de participation? Derrière ces formes de participation, il y a des niveaux de participation. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, le site web viepublique.fr, site officiel de la République française, présente 11 différents moyens de faire participer le citoyen. Alors, à quelle forme de participation ces présentes journées font-elles référence? Une exploration plus détaillée des informations prodiguées sur le site web des rencontres s'avère à la fois très informative et assez préoccupante. La page d'accueil, qui liste les raisons pour lesquelles une personne devrait venir assister, semble assimiler le renouveau de la participation démocratique à la pratique de la concertation. Mais la concertation, c'est quoi? Là encore, merci viepublique.fr,
une attitude globale de demande d'avis sur un projet par la consultation de personnes intéressées par une décision avant qu'elle ne soit prise. L'autorité reste libre de sa décision. Faire de la démocratie participative est donc simple. Tout le monde peut le faire. Primo, on va voir les personnes concernées. Secondo, on leur demande leur opinion, leur avis, leurs idées. Et troisièmement, on continue de faire ce qu'on faisait avant. D'après les réflexions de notre groupe, il s'agit donc de demander au peuple ce qu'il en pense, sans qu'il ne soit aucunement question de le prendre en compte, tant qu'on le fait avant que la décision ne soit prise. Ceci préoccupe certains d'entre nous. Entendre et être entendu, c'est certes un bon début pour participer au débat, mais venir s'asseoir, c'est écouter au fond de la salle, est-ce que ça suffit ? Si ce que vous avez à dire n'a aucune influence sur la décision finale, avez-vous un pouvoir ? Avons-nous un pouvoir ? Bref. Deuxièmement, nous sommes aussi préoccupés par le flou qui entoure participation, concertation, consultation, ainsi que leur emploi. Cela ne change-t-il vraiment rien d'utiliser un mot à la place d'un autre ? Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas les premiers à le remarquer. Voici un article sur le sujet fournissant déjà une définition claire de chacune de ces pratiques et de leurs objectifs. Il date de 2006. Je vais vous le lire, je vous le laisser lire rapidement. Je vous donne 5 secondes. Ouais, j'avance. Bon, alors, comment se fait-il alors que 13 ans plus tard, ces termes soient encore toujours aussi flous ? Face à ce constat, la ville de Grenoble a réalisé un travail de clarification des termes et d'explication des modalités de participation. Cependant, ces termes ne sont pas définis sur le site des rencontres nationales de la participation. Pourquoi ? 3 explications sont envisageables. Premièrement, les organisateurs ne le savaient pas. Mais s'il y a une chose que nous avons bien réalisée au travers de notre parcours, c'est le haut niveau d'expertise des personnes aux manettes de tels événements, incompatibles avec une telle erreur. Ce qui nous laisse donc 2 options. L'option 2, c'est une conspiration contre nous, et les experts sont des Illuminati. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas. Ce qui nous laisse donc la 3e et dernière. Soit le but poursuivi n'est pas de chercher une réponse définitive, et en ce cas, les termes choisis pour l'exprimer l'ont été précisément en raison de leur caractère flou, ce qui laisse plus de liberté pour la discussion. L'utilisation de ces termes flous nous a rappelé la présentation de la philosophe Bernadette Benso de Vincent sur l'innovation responsable, dans laquelle elle avait attiré notre attention sur ce qu'elle appelle la politique des buzzwords. Julie, c'est quoi les buzzwords ? Les buzzwords sont des mots larges, vastes, des mots dits bateaux qui peuvent prendre plusieurs sens, comme par exemple ce soir avec les mots démocratie, justice sociale, climat, et de manière plus générale avec le mot citoyen. Le problème majeur de ces buzzwords, c'est qu'ils sont un peu vides de sens, car en général, personne n'a la même définition, et du coup, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Cette situation peut alors entraîner des quiproquos, des tensions, voire même aller jusqu'au conflit. Malgré ces effets négatifs, on a conscience que c'est difficile de ne pas les utiliser, ces buzzwords, car ils ont l'avantage d'être rassembleurs et d'initier le ou les débats qui nous touchent et qui nous tiennent à cœur. Qui nous tiennent à cœur. Pardon, excusez-moi, c'est le stress. Hein. C'est quoi après ? Ah oui, merci.
C'est justement le fait que ces buzzwords soient dépourvus de sens précis qui permet à chacun de donner le sens qui lui convient et ainsi de créer une zone de négociation autour d'un ensemble de mots plus ou moins interconnectés. Et c'est le cas ce soir. Malgré les points positifs et négatifs discutés lors de ces 15 dernières minutes, nous sommes sensibles aux enjeux sous-jacents à ce buzzword et nous sommes convaincus de la nécessité de décider ensemble sur ces sujets et d'explorer collectivement les conditions possibles d'une réelle mise en politique. Et décider ensemble, c'est débattre et échanger avec plusieurs personnes de parcours et de points de vue différents. Ces moments sont des temps d'écoute, de partage et surtout de respect d'autrui, car c'est en échangeant dans ces conditions que nous pouvons faire avancer les choses. Et c'est le cas ce soir, les conditions semblent être réunies puisque les membres du débat sont très variés. Nous avons donc la personnalité engagée d'Aurélien Barraud, ainsi que François Bonnaz, qui est spécialiste sur les questions de démocratie directe, et Stéphane Labranche, qui est chercheur et membre du GIEC, pour groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Également, l'association Notre Affaire à tous est présentée par Sébastien Mabille. Stéphane ou Sébastien ? Sébastien Mabille. Mais surtout, n'oublions pas les citoyens comme nous, étudiants de Citizen Campus venant de tout horizon, et surtout vous, public. C'est cette richesse d'horizons différents qui permet d'aborder les enjeux de demain afin d'y répondre au mieux. Et c'est pour cela qu'avant d'entamer le débat, nous aimerions vous interroger, public et intervenants. Et vous, qu'entendez-vous par cette question ? Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de rejoindre vos sièges. Merci. Vous pouvez les applaudir. Merci. Je propose à Stéphane Labranche, Aurélien Barraud, François Bonnaz et Sébastien Mabille de venir nous rejoindre. D'ailleurs, il y a une question, je crois, qui est tout en haut, je ne sais plus, on ne les voit plus, qui demande de me présenter. Donc effectivement, je ne me suis pas présentée, j'en suis désolée. Donc je suis Sylvie Barnezet, je travaille à Grenoble-Alpes Métropole et je m'occupe des questions de démocratie participative. Voilà. Alors, du coup, on va revenir sur nos post-it. Il faut qu'on revienne, nous, sur nos post-it pour voir toutes... Alors voilà, c'est absolument énorme. Combien on a eu de post-it ? Je vais donner la parole à Nadia qui va tenter de nous faire un résumé de tout ce que vous avez proposé. Et on va essayer d'en sortir un premier bloc qu'on va donner en pâture à nos intervenants. Voilà, donc Nadia. Merci, bonsoir. Je travaille avec Sylvie Barnezet au sein du service participation de la métropole. Donc on a reçu 185 post-it avec certains qui se recoupent et d'autres qui sont sur des thématiques très variées. On a essayé de faire l'exercice de les regrouper par thématique. Et il y a 3 grands blocs qu'on a essayé de dégager pour rythmer les 3 temps à venir du débat. Un premier bloc qui s'articule autour des questions d'intérêt individuel versus intérêt collectif, avec en question de fond la question de l'équité sociale et de comment les personnes les plus sensibles, les personnes qui ont le moins de moyens peuvent être intégrées dans la réflexion sur la transition écologique. Et puis, sous-jacente, la question du pouvoir d'agir. C'est-à-dire, est-ce qu'individuellement, on a du pouvoir d'agir ? Comment on passe de la peur du changement à celle de comment on la transforme en pouvoir d'agir ? Et derrière, est-ce qu'au niveau collectif, au niveau des collectivités locales notamment, il existe également un pouvoir d'agir face à un dérèglement qui se passe au niveau mondial ? Et on a classé dans ce bloc également les questions autour de l'incitation à agir. Donc comment on crée le déclic ? Est-ce que lancer l'alerte, être alarmiste,
c'est quelque chose qui est efficace? Est-ce qu'il faut être dans l'incitation financière par exemple, ou est-ce que ça ne sert plus à rien d'inciter à changer les comportements et il faut déjà être dans une démarche d'adaptation puisqu'il serait déjà trop tard pour agir? Voilà, ça c'est le premier bloc sur lequel on va proposer aux intervenants d'interagir. J'annonce peut-être les 2 autres blocs pour pas que vous débordiez en termes de thématiques. Donc le deuxième bloc, il tourne autour du modèle capitaliste et de la responsabilité notamment du secteur privé et des entreprises dans l'action qui peut être conduite dans la transition, et puis autour de comment on change nos modes de vie, nos modes de consommation. On a eu beaucoup de remarques sur les petites bouteilles en plastique qui sont à notre table, mais c'est un très bon exemple. Est-ce qu'on a, parfois on ne se pose pas les bonnes questions, on a la flemme, je cite un post-it, d'agir, et comment on se laisse prendre par ce monde de l'excès, de la consommation dont parlait Aurélien Barraud en introduction. Le troisième bloc, il porte plus sur la question du modèle politique, c'est-à-dire de savoir si finalement on va vers une dictature écologique ou si il y a encore une place pour la démocratie et notamment la démocratie participative pour répondre à cette crise environnementale. Et puis, quelle est l'échelle qui permet de répondre politiquement du micro-local au global? Quelle est l'action qui peut être portée au niveau international et quelle est l'action qui peut être portée tous les jours au niveau très local? Merci. Donc, qui se jette à l'eau sur le premier bloc? Donc, toutes les questions de comment individuellement on peut agir, comment on passe de l'individuel au collectif, quelles sont les incitations, quels sont les pouvoirs d'agir qu'on a réellement, peut-être Stéphane Labranche, peut-être, sur cette question-là, ça vous dit? Non. Alors, après, peut-être qu'on peut aussi se dire le côté action et militant. Sébastien Mabille, je pense que peut-être que vous expérimentez un moyen d'agir. Donc, on peut peut-être partir de là. Allez, on part de là. Allez, je me lance. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, agir en collectif, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable dans la période qui s'ouvre devant nous. C'est bien une période qui présente une caractéristique majeure, c'est-à-dire que c'est peut-être la première fois, et c'est probablement, très probablement la première fois, où l'espèce humaine est en capacité de créer une situation d'irréversibilité, c'est-à-dire de ne pas pouvoir revenir en arrière. Et agir collectif, c'est agir à tous les niveaux, à tous les processus, à tous les niveaux de décision, c'est-à-dire au stade individuel, évidemment, on parle beaucoup des petits gestes, etc., mais tout ça, ça ne suffit pas, bien entendu, pas plus que les petits pas, et à agir au niveau collectif, au sein des organismes de représentation, c'est-à-dire agir, c'est d'abord voter, et voter pour les bonnes personnes. Quand je vois que dans la classe politique, il y a à peu près les 3/4 de la classe politique pour qui le climat n'est pas encore une question, reste une question marginale ou n'est pas une question du tout, c'est totalement affligeant. Donc d'abord bien voter, et puis ensuite se mobiliser. Alors, l'affaire du siècle, évidemment, on a ces 2 millions de personnes qui soutiennent, et c'est quelque chose de formidable. Mais la mobilisation, c'est la mobilisation partout, c'est aussi la mobilisation dans la rue. C'est aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on est passé dans une période d'urgence et se mobiliser d'urgence partout, de toutes les manières possibles. Donc j'ai 2 questions. Première question, est-ce que vous pensez que cette mobilisation peut faire changer les choses? Et à quelles conditions elle peut faire changer les choses? Et deuxième question, on l'a vu dans les post-it, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la désobéissance civile? Alors, est-ce que cette mobilisation peut faire changer les choses? Oui, parce que sinon on n'y croirait pas. Et il faut garder l'espoir. Est-ce qu'elle peut changer les choses? Il faudrait qu'elle soit mondiale, parce que le problème, effectivement, et c'est toute la tragédie de la question climatique, c'est qu'on ne va pas la régler ici à Grenoble, pas plus qu'on va la régler à Paris ou à New York. Il faut qu'on la règle ensemble partout dans le monde et de manière solidaire. Et c'est aussi pour ça que c'est important, à chaque fois qu'on parle
d'écologie d'ajouter le terme solidarité. Et là, je remercie Nicolas Hulot de l'avoir compris et d'avoir ajouté ce terme à la dénomination de son ministère. La deuxième question, est-ce que ça peut aller jusqu'à la désobéissance civile ? Alors c'est un peu délicat pour moi qui suis avocat, donc qui suis auxiliaire de justice, d'inciter à la désobéissance, mais néanmoins on peut tout à fait comprendre les personnes qui franchissent ce cap et voilà, sans toutefois forcément l'encourager ou avoir des modalités de désobéissance qui sont bien choisies et bien ciblées, c'est l'essentiel. Mais oui, pourquoi pas, mais déjà obéir à soi-même et obéir à ses convictions, ça permet déjà de faire changer beaucoup de choses dans son comportement individuel et collectif autour de soi. Donc obéir aussi et d'abord à ses convictions. Merci. Alors peut-être un post-it là qui paraît assez intéressant. Comment libérer nos imaginaires pour changer le monde ? Rêver pour rendre possible de nouvelles alternatives. Que je mettrais peut-être en face de la question du discours alarmiste. C'est-à-dire qu'Aurélien Barraud, vous avez les deux, en fait. C'est-à-dire dans votre discours, il y a à la fois un discours alarmiste et en même temps, vous avez envie de réenchanter le monde. Comment on construit ça ? Est-ce que c'est une vraie piste ? Oui. En fait, c'est pas alarmiste. Moi, je crois que je suis très en dessous de la vérité sur certaines choses. Si on voyait les vraies images, si on avait une connaissance presque intuitive, corporelle, ressentie de l'état de dégradation de la planète, ça serait pire. Je pense que j'étais très en dessous de la vérité. Quand on voit que certains doutent encore aujourd'hui en se disant mais ils se trompent peut-être dans leur projection, ils n'ont pas compris qu'on ne parle pas de prédiction, on parle de bilan. Quand on pense que l'essentiel des vertébrés en termes de nombre, c'est-à-dire de population, c'est-à-dire en fait ce qui est important, parce que vous savez, les animaux, ce ne sont pas que des espèces, ce sont aussi des individus, ont déjà disparu, on ne se rend pas compte qu'on est en plein milieu de l'apocalypse. Donc je crois que c'est pour ça que les mots alarmistes me semblent un peu inadaptés. Puis je voyais tout à l'heure un post-it où on parlait de la bien-pensance écologique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Voudriez-vous que nous fassions preuve de mal-pensance ? On ne va quand même pas s'excuser de bien penser. Enfin, c'est un comble. Comme si le fait de bien penser devenait une tare. Non, c'est pas la question. Je veux dire, la question est pas... Vous savez, il n'y a plus rien aujourd'hui de subversif à prôner une sorte de jouissance nietzschéenne, effrénée et immodérée de notre environnement. C'est exactement le contraire. Ça, c'est l'inertie de ce dont nous venons. Je crois que faire preuve d'un peu d'ascétisme tendanciel au niveau matériel, c'est précisément ça aujourd'hui qui est subversif, qui est exploratoire et qui, effectivement, comme vous le disiez, peut également être accompagné d'un réenchantement parce qu'on a un travail gigantesque à faire sur les estimateurs. Vous savez, si on essaye d'estimer le nouveau monde avec les critères de l'ancien monde, il paraîtra forcément fade. Mais ça, c'est un peu la tare de l'humain qui essaye de tester l'intelligence d'un animal avec des critères d'humain. Bien sûr, il le trouvera débile, évidemment, mais ça ne prouve qu'une chose, c'est son incapacité à se mettre à la place de l'autre. Si aujourd'hui, on évalue l'évolution, voire la révolution nécessaire avec les critères qui ont prévalu à cette période de croissance immodérée et mortifère, on aura l'impression d'aller vers un monde moins juste, moins bon, moins enchanté et moins enivrant. Mais c'est évidemment parce que nos critères sont biaisés. Donc le but aujourd'hui, je crois, c'est de comprendre qu'on peut effectivement être plus heureux, mais pas au sens comme ça d'une sorte de béatitude 68arde, pseudo-hippie. Non, au sens véritablement d'une création intellectuelle intense, effective et absolument prégnante, tout en réfrénant notre surproduction matérielle qui est intrinsèquement intenable. Je conclus juste sur un exemple. Moi, je ne suis pas un immense utilisateur de réseaux sociaux. Hier, j'ai suggéré que peut-être le passage au réseau téléphonique 5G n'était pas indispensable, parce que quand même, vous avez remarqué, on peut même regarder YouTube avec la 4G, donc moi, il me semblait qu'on pourrait peut-être se dire collectivement que ça suffit, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Je n'ai jamais reçu un tel déluge d'invectives. J'ai été comparé à Staline, parce que je supposais que peut-être on pourrait ne pas créer la 5G. Donc du coup, j'étais partisan de l'homme des cavernes, anti-science. Bon, je suis astrophysicien anti-science, c'est extraordinaire. Donc je découvre quand même le niveau de crispation qu'il peut y avoir par rapport à l'endoctrinement qui a été le nôtre sur le fait que
finalement, tout l'espace technologique devrait être absolument envahi. Et ça, je crois que ce n'est pas le cas en réalité. Pour revenir sur des questions de pouvoir d'agir, sur comment concrètement, comment chacun peut agir, à la fois individuellement, collectivement, comment les collectivités au niveau laquelle peuvent agir. Stéphane Labranche, peut-être? Moi, je pense qu'il y a le message de base, c'est qu'on a tendance à voir les choses de manière très binaire. Hein. Soit la solution, elle est bonne, elle est parfaite en plus, parce que sinon, elle n'est pas bonne. Notamment quand une solution peut être environnementale. Là, dès qu'elle a une faute ou une petite faille, on se dit, ben, ça ne résout pas tout le problème, donc on la rejette. Donc ça, pour moi, c'est une première erreur, en fait. Chaque gain, là, le dernier rapport du GIEC sur le plus 2 degrés était clair, c'est pas, il ne faut plus penser à 1 degré ou 2 degrés, c'est 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Ce qui veut dire que chaque petit geste compte plus qu'avant. C'est ça qui est important. Et ce qui veut dire aussi que, individuellement, il faut arrêter de penser que ce que je fais n'a aucune importance. Bien entendu, moi, quand j'ai été amené au GIEC sur le dernier rapport, soudainement, j'ai été invité pour faire des conférences partout dans le monde. Je me suis payé 17 voyages en avion, dont 8 intercontinentaux. Là, je me suis dit qu'il y avait quand même une contradiction et j'ai cessé de faire des conférences internationales. Je ne fais que des conférences en France. Donc là, j'ai réduit ma dissonance cognitive et le problème éthique et moral que j'avais avec moi-même et mes actions. Mais je le fais quand même une fois de temps en temps parce que j'ai besoin d'aller au Japon une fois de temps en temps. C'est un besoin psychologique. Alors, je le fais. Et donc, est-ce que je suis parfait? Non. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'en étant un peu plus flexible sur est-ce que je mange de la viande aujourd'hui ou est-ce que j'en mange demain et quel type de viande? Est-ce que je prends ma voiture là maintenant ou plutôt le vélo ou le tram? Et donc, c'est donner cette liberté, en fait, de ne pas toujours faire la même chose. Le problème avec ça, c'est que dans la réalité, pour une grande partie de la population, alors je vous dis, je suis sociologue et en fait, j'adore faire des enquêtes à grande échelle et puis parler à des gens face à face. J'ai fait plus de 450 entretiens semi-directifs en face à face pour comprendre pourquoi les gens veulent changer ou pas. Et en fait, au quotidien, c'est juste lourd de changer. Il faut s'observer soi-même. Et puis en plus, on se sent coupable quand on ne le fait pas ou quand on le fait mal. Et donc, on préfère ne pas essayer du tout parce que quand on n'essaie pas du tout, on se sent moins coupable. Et il y a cette flexibilité-là qui est difficile à acquérir parce qu'on est dans des habitudes très enracinées. On va toujours au boulot à la même heure, de la même manière. Et ce qu'il faut essayer d'apprendre, pour moi, c'est d'être un peu plus flexible dans ses manières de faire les choses au quotidien. Et donc, mais aussi d'aller dans une direction qui est plus environnementalement compatible et climato-compatible. Mais ça, pour moi, c'est super important. Je parle du niveau individuel. Hein. Il y a autre chose à faire en termes d'industrie, mais pour moi, au niveau individuel, il y a une des premières étapes, c'est cette flexibilité qu'on doit apprendre. Est-ce qu'on peut parler de la question de l'inclusion? C'est quand même la question des difficultés de fin de mois. Enfin voilà, on parle de fin du monde, etc. Comment on emmène tout le monde là-dedans? Comment chacun, alors qu'il a du mal à finir ses fins de mois, comment il est embarqué dans ce rêve de nouveau monde et comment au quotidien on peut arriver à emmener des gens comme ça? Est-ce que... moi, j'ai fait pas mal d'études avec des précaires. Et en fait, il y a un truc intéressant qui se passe avec les classes précaires, c'est que pour un certain nombre d'entre eux, alors pour la plupart des gens, on aborde le climat de façon peu climatique en fait. Si on fait de la sobriété énergétique à domicile, c'est parce que ça nous amuse. Si moi je me promène en vélo, par exemple, c'est pas parce que je le fais pas pour le climat. Je le fais parce que j'aime me promener en vélo, ça n'a rien à voir. Même si statistiquement, après, c'est très bien pour la ville de Grenoble. Mais je ne le fais pas pour ça. Et donc, il y a 150 000 bonnes raisons d'agir dans une certaine direction qui peuvent être compatibles avec le climat, sans en parler. Ça marche très bien. Donc, mais pour les précaires, j'ai remarqué que c'est un des groupes de la société où il y a le plus une double logique. À la fois, il faut faire attention à ces fins de mois, parce que c'est une pression réelle, mais ils ont une signification écologique en plus dans certains comportements et certains changements de pratiques qu'ils font. Et ce n'est pas juste du greenwashing individuel, oui, c'est bon pour l'environnement, puis en fait, on ne sait pas de quoi on parle. C'est que ces gens-là sont capables de dire exactement pourquoi prendre une douche, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, c'est bien pour l'environnement, et expliquer derrière le changement climatique. Donc, ce sont des gens qui comprennent bien et qui ont des valeurs qui associent à la fois la sobriété économique
et la sobriété environnementale. Et pour qui, en fait, ça donne une saveur positive à leurs efforts. Donc, la précarité, oui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut bien entendu qu'il faut avoir des moyens financiers pour faire de la compensation quand ça coûte plus cher. Mais il y a 150 000 bonnes façons aussi de faire la même chose de manière différente avec un coût moindre. Merci, c'est super intéressant. Mais si je peux rajouter, moi, une petite chose, c'est que des révolutions, on n'en fait pas souvent. Donc si on fait une révolution dans notre rapport au vivant, dans notre rapport à la Terre, pour sauver ce qu'il reste de la nature, je ne comprendrais pas qu'on ne fasse pas en même temps une révolution économique. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on devrait raisonner à pauvreté constante. Bon, on a appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a quelques dizaines de personnes qui possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est pas écrit dans le marbre divin, ça. C'est comme ça parce qu'on accepte que ce soit comme ça. Bah, changeons-le. Il est écrit dans un des post-it qu'on est trop lent. Est-ce que c'est de la faute de l'État qu'on est trop lent, de votre point de vue? Alors, oui, c'est de la faute de l'État. Enfin, d'abord de l'État, puisque c'est l'État qui a les moyens de réguler notre système économique et d'opérer des transitions. Alors, on parle de transition. Moi, je me suis intéressé il y a quelques jours, je suis retombé sur le discours de Pierre Messmer. Pierre Messmer, pour les plus jeunes, il était Premier ministre en 1973. 1973, c'est la date du premier choc pétrolier après la guerre du Kippour. Le 17 octobre, les pays de l'OPEP décident d'augmenter de 70% le prix du dollar du baril, et c'est le début de cette période finalement du tout pétrole. Et la France, à l'époque, est un pays qui se chauffait majoritairement, son électricité était majoritairement, très majoritairement produite avec du fioul lourd et du pétrole. Et le 30 novembre 1973, Pierre Messmer, Premier ministre, intervient à la télévision, à l'ORTF, il n'y avait qu'une seule chaîne. Alors, et il explique aux Français, d'abord il les rassure, il leur dit « Oula, on va faire des économies, mais vous inquiétez pas, on ne va pas interdire la circulation des automobiles le dimanche. » Mais, et il annonce une série de mesures. La première, les limitations de vitesse. Et oui, pour réduire le pétrole, ce n'était pas pour la sécurité routière. 90 km/h sur les routes, 120 km/h sur les autoroutes. En conséquence, dit-il, les rallyes automobiles et les courses automobiles, elles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, puisqu'on peut pas aller, puisqu'elles vont aller au-delà des limitations de vitesse autorisées. On les supprime. Il demande à toutes les compagnies, à Air France à l'époque et Air Inter, de limiter au strict minimum les dessertes aériennes nationales. Il interdit toute publicité lumineuse après 22 heures. Il interdit l'éclairage des tours de bureau après 22 heures. Il interdit, il dit, j'ai demandé à l'ORTF d'interdire la télévision après 22 heures pour économiser l'électricité, sauf le samedi, évidemment. On voit que là, effectivement, c'était une autre époque, mais pas si éloignée. Un mois plus tard, la consommation nationale de pétrole en France baisse de 15%. Et en mars 1974, le Conseil des ministres ordonne la construction et le lancement du programme TGV et la construction du TGV Paris-Lyon, outre l'accélération du programme électronucléaire pour sortir de cette dépendance du pétrole. Alors effectivement, à l'époque, on n'avait pas d'éoliennes ni de panneaux solaires, en tout cas, les technologies n'étaient pas mûres. Mais on voit les décisions qui ont été prises à l'époque par un Premier ministre. En quelques jours, on limite un certain nombre de comportements, on développe des énergies alternatives et on investit massivement dans les transports publics. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose aujourd'hui ? Merci. Moi, je m'interroge toujours sur l'engouement des gens à défendre l'environnement. En fait, ils ne sont pas très motivés, parce que qu'est-ce qui branche les gens finalement ? C'est d'aller voir un match de foot, c'est d'aller à un concert, c'est d'aller s'amuser, et c'est d'oublier tout le quotidien et les problèmes du quotidien. Pourquoi on regarde la télé le soir et on va regarder un film amusant ou un film qui nous sort du contexte qui est pénible à entendre ? Et je pense que de toujours renouveler les remarques, enfin les constats très négatifs sur le climat, qui sont effectivement une réalité tangible, ça ne conduit pas à modifier les comportements, et je crois qu'au contraire, ça pousse les gens à
résister par rapport à ça. Et je pense qu'il faudrait avoir une entrée ludique pour arriver vraiment à pousser le citoyen à se lancer et à faire pression pour vraiment s'occuper de ce climat. Merci. C'est une grande leçon qui sort, c'est qu'à part pour une certaine population dont vous faites partie, mais qui ne représente pas la majorité, si vous voulez sauver le climat, n'en parlez pas. Parlez d'autres choses, mais arrivez à peu près au même objectif. Faites-le avec de l'humour peut-être, faites-le en parlant de confort, en parlant de manière différente de faire quelque chose de fun, etc. L'idée elle est beaucoup plus là, parce que je fais énormément de conférences publiques, beaucoup plus petite échelle, avec des contacts beaucoup plus directs, et je peux vous dire que le message est de plus en plus clair depuis quelques années sur ce point. Moi, je trouve que vous avez complètement tort. Et c'est là que nous, en tant qu'intervenants et conférenciers, il faut qu'on devienne un peu plus imaginatif dans nos manières de faire des choses et de dire les choses. Il y a parfois dans certaines conférences publiques sur le changement climatique, je me donne un défi, je ne donne aucune mauvaise nouvelle pendant 1 heure. C'est pas toujours facile. Du coup, je vous propose... Merci. Je vous propose de basculer sur le deuxième bloc d'idées, de propositions. Donc, sur le deuxième bloc de questions, on est autour du modèle économique sur lequel fonctionne notre société. Donc des questions qui interrogent la compatibilité entre un système capitaliste et un système qui soit soutenable ou responsable en termes d'environnement. Du coup, la question, c'est comment on déconstruit ce système. Est-ce qu'il faut le déconstruire ou est-ce que, en gros, il est déjà trop tard et autant profiter du temps qui nous reste plutôt que de le déconstruire? Donc, ça interroge à la fois la responsabilité des entreprises, la responsabilité du monde politique face au lobbying économique, et puis plus la question des modes de vie et du changement de nos habitudes dans nos modes de consommation, à savoir notamment autour de tout ce qui est nouvelles technologies, outils numériques, comment on se positionne face au progrès technologique et quelle est notre responsabilité par rapport à ces modes de vie sur lesquels on est incité à consommer ou à... Voilà. J'ai eu l'occasion récemment de discuter, c'était en off, donc je pense qu'ils étaient honnêtes, hein, il n'y avait pas de télévision, avec des très hauts responsables politiques, et certains m'ont sincèrement paru honnêtes. Voilà, je ne crois pas qu'ils sont tous pourris. Et en fait, quand je leur demandais, mais alors pourquoi ne faites-vous rien? Et la réponse qui revenait systématiquement, et à laquelle peut-être par naïveté, mais à laquelle j'ai cru, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les mains libres. Ils m'ont dit, alors peut-être le maire de Grenoble est une exception, il est là, mais d'une façon générale, la grande majorité n'ont pas été élus pour mettre en œuvre un programme écologique. Et donc ils me disent, si je prends des mesures un peu radicales, dont je sais qu'elles sont justes, je vais en réalité contre mes électeurs, je vais contre la démocratie. Donc il y a quand même une chose très simple qu'on peut faire, c'est nous engager à ne plus jamais voter pour un imposteur. J'appelle imposteur un homme ou une femme politique qui ne font pas de la préservation de la vie leur priorité. Voilà, tout simplement. Et là, on les libère, c'est-à-dire qu'on les oblige à faire en sorte d'avoir les mains libres pour quelque part être compatible avec le fondement de ce que nous sommes. Et sur le post-it qui est en écho à ça, c'est la question du trop tard. Et je ne comprends pas cette question. Si on se demande, est-il trop tard pour que rien ne se soit passé ? Oui, il est trop tard depuis l'origine des temps. Le premier meurtre a certainement eu lieu il y a des millions d'années. Donc oui, il est trop tard pour que tout aille parfaitement bien. Mais il n'est jamais trop tard pour que ce soit encore pire. Donc je ne comprends pas le sens de l'assertion « il est trop tard ». La vie en tant que telle ne va pas disparaître de la Terre dans le prochain siècle. Hein, ça, c'est absolument certain. Probablement même pas l'humanité, d'ailleurs. Moi, je pense qu'une petite minorité de gens très riches peuvent probablement survivre éternellement. Donc, la question du trop tard n'a aucun sens. C'est comme si, en plein milieu de la guerre, on se disait « on arrête ». On est au milieu de la Seconde Guerre mondiale, on se dit, voilà, il y a déjà eu tellement de mal de fait qu'on n'essaye plus d'y mettre fin. C'est complètement idiot. Il y a 30 millions de morts ou 60 millions de morts, c'est pas pareil. Donc on est dans cette situation-là, on est au milieu de la guerre. La seule question est de savoir où le désastre va s'arrêter. De toute façon, il va s'arrêter. Hein, d'une façon ou d'une autre, il va s'arrêter. Mais au bout de combien de peines et de souffrances désire-t-on l'endiguer? Donc la question même du trop tard n'a absolument aucun sens, à mon avis. François Bonal. Je vais rebondir sur ce que disait Aurélien sur la démocratie représentative, etc., sur ces questions-là.
c'est important de chercher, à mon avis, où est le pouvoir pour changer les choses. Et effectivement, la thématique du capitalisme, elle est préalable à tout, parce qu'elle transforme la façon dont on fait les choses. Et c'est le cas d'ailleurs pour la démocratie. En fait, nos instances démocratiques ressemblent à une sorte de capitalisme politique, où on accumule du pouvoir, où il y a de la concurrence. Et donc du coup, tant qu'on a un modèle économique qui crée des inégalités, on aura des inégalités en termes politiques et sociaux. Et tant qu'on n'a pas réglé cette question, on ne peut pas aller plus en avant. Et ça revient un peu à la remarque sur comment on peut changer les choses de manière démocratique. Eh bien, à mon avis, il faut d'abord changer les structures, ce qui est vraiment au-dessus de nous, qui nous surplombe, pour ensuite changer les habitudes, les façons de dialoguer, etc. Et ça passe par, il faut chercher où est le pouvoir. Et le pouvoir, il n'est pas individuellement, comme ça, chez chaque citoyen séparé. Le pouvoir, actuellement, il est concentré dans des entités dont on connaît les noms. Ce sont les États, ce sont les grandes entreprises, et c'est là qu'il faut agir. Sébastien Mabille, comment on change les choses du coup? Comment on fait changer ces institutions, l'État, peut-être l'Europe aussi? Est-ce que vous aussi, vous avez dans vos démarches des recours en direction de grandes entreprises? Est-ce que c'est un moyen pour les faire changer? Oui, je pense qu'il faut s'attaquer à tous les responsables de cette situation et à tous ceux qui sont en capacité de changer. Alors en premier lieu, l'État en qualité de régulateur, et ça c'est le sens de l'affaire du siècle. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a également des entreprises qui sont responsables d'une part considérable d'émissions de gaz à effet de serre. Des travaux qui ont été menés aux États-Unis ont permis de démontrer qu'une centaine d'entreprises sont responsables depuis 1988. 1988, c'est la date à laquelle l'Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution dans laquelle elle dit que la question climatique est une préoccupation commune de l'humanité. Donc à partir de cette date, on ne pouvait plus l'ignorer. Une centaine d'entreprises qui sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc ce sont ces entreprises qu'il faut également responsabiliser et essayer de contraindre à modifier leurs pratiques. Alors, avec la ville de Grenoble et avec une dizaine d'autres collectivités et d'associations, nous avons interpellé la société Total, qui fait partie, qui est la seule entreprise française qui fait partie de ce petit club d'énergie du carbone, d'entreprise du carbone, et Total qui est responsable à elle seule d'environ 0,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est considérable, c'est quasiment équivalent aux émissions de la France. Donc vous l'attaquez en justice, c'est ça? Nous allons l'attaquer en justice, et ce que nous voulons démontrer, c'est finalement que cet objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré, qui a été adopté à l'accord de Paris, et c'est pas 2 degrés, on dit tout le temps 2 degrés, non, c'est 1,5, il faut lire l'article 2, c'est nettement en dessous de 2 degrés, et le but c'est 1,5. Et cet objectif, il doit être partagé par tous, puisque cet objectif, on a des villes, on a des collectivités, on a des citoyens, on a des entreprises, on a des États, 197 États qui se sont engagés vers cet objectif, et il faut également que les entreprises s'y engagent. Et ce qu'on veut, c'est faire reconnaître que cet objectif est opposable, même s'il s'agit d'un traité international qui a été ratifié entre les États et que d'un point de vue juridique, c'est opposable uniquement aux États. Il faut que cet objectif soit un objectif universel auquel tout le monde concourt, y compris ces entreprises qui ont les ressources financières. Un total, c'est 26 milliards de cash flow dégagés l'année dernière, donc c'est des sommes considérables. Et avec ces sommes, ils ont les moyens, ils ont la technique, ils ont les compétences aussi humaines pour pouvoir accélérer la transition. Et en fait, ce qu'ils ont très peur, toutes ces entreprises-là, c'est ce qu'on appelle le risque de transition carbone. C'est-à-dire que très rapidement, comme on le voit aujourd'hui un petit sur le diesel, les chutes, enfin, la transition s'opère de manière extrêmement rapide. Et ben, c'est que en quelques années, tout le monde désinvestisse, et que ces entreprises-là, dont les actifs sont des gisements gaziers, pétroliers, des réserves qui permettraient d'émettre des gaz à effet de serre jusqu'à 2300 ou 2400, et bien que tout ce capital ne vaut plus rien, parce que ce pétrole et ce gaz, on doit le laisser sous terre, et que ces entreprises s'effondrent.
Mais on n'a pas envie de sauver le soldat Total. On a juste envie que Total mette ses moyens pour aider à la transition et qu'elle soit rapide et qu'elle soit le plus rapide possible. Merci. Stéphane Labranche. Je vais être un peu provoque et contrepoint ici. Il y a quelque chose qui me dérange vachement dans cette discussion. On accuse le capitalisme. Il ne faudra pas oublier que le capitalisme dépend de notre consommation. Sans consumérisme effréné, il n'y a pas de capitalisme. Non? Ce que je dis là, c'est peut-être un petit peu... ça n'a pas nécessairement toujours l'air du temps, mais c'est aussi une façon de dire que chaque action que vous prenez est une forme de participation. Vous décidez d'acheter de la viande, c'est une forme de participation à l'égard du climat, négative, mais ça, c'en est une. Donc, en fait, l'idée ici, c'est que si chacun de nous a ce pouvoir d'achat, on appelle ça pouvoir d'achat, mais je lui donne une signification différente ici, c'est qu'on peut aussi influencer les grandes entreprises à changer. Le droit est une manière, sans problème. Des fois, il faut mettre un petit coup de pied là où il faut, mais il y a aussi chacun d'entre nous, ça fait plus de 60 millions en France, qui peuvent, avec l'euro, décider ce qu'on achète et infliger des tendances, des modifications dans les modes de production, etc., sur les grandes compagnies qui vont avoir un effet énorme. Parce que s'il y a un truc qu'ils comprennent bien, ce sont les profits. D'où effectivement la question comment individuellement, en fait, est-ce qu'on est capable individuellement de vraiment choisir nos propres consommation, enfin, il faut une réflexion à tous les instants pour pouvoir faire un choix éco-responsable qui n'est pas forcément simple dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Je vous propose de rebasculer dans la salle pour quelques interventions, pour 2-3 interventions si vous le souhaitez. Moi, je voulais poser la question des leaders. En fait, on parle de remettre en question le système. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on manque de leaders, de gens qu'on a envie de suivre. On parle de politique tous pourris. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne manque pas de leaders qui donnent envie un peu de nous entraîner et d'animer aussi ce collectif qui pense qu'il faut agir? Et puis, du coup, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'autour de la table, il y a des gens parmi vous qui ont envie de se présenter et d'aller en politique? Merci, on posera la question. Bonjour. Je me demandais, est-ce qu'il serait possible en fait de transitionner industrie par industrie, c'est-à-dire qu'on commence par l'industrie du vernis à ongles, l'industrie du papier cadeau, l'industrie de la carte de vœux, des trucs comme ça, et en fait les gens on les recycle dans des trucs qui sont plus apprendre à faire des jardins partagés, apprendre à faire du potager, de la permaculture, de l'agriculture, des trucs dans le style, et on envoie comme ça industrie par industrie jusqu'à faire tomber toutes celles qui servent à rien. Comment on arrive à pousser dans ce sens-là avec des moyens, en incluant les gens. Voilà. Quelles sont les pistes? Qu'est-ce qu'on fait déjà et quelles sont les pistes? 2 commentaires à ce sujet. Je pense que c'est important, effectivement. Mais même dans la salle ici, on n'a pas tous la même écoute et la même manière d'entendre le changement climatique. On ne s'intéresse pas à ces questions-là pour les mêmes raisons. Et avoir un seul discours unique pour tout le monde ne fonctionne pas. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir un discours de confort, on peut avoir un discours d'amélioration des conditions de vie, mais si les moyens que l'on met en œuvre pour améliorer ces conditions de vie sont climato-compatibles, on arrive au même résultat. Mais on n'est pas obligé de parler de climat derrière. J'ai pas mal voyagé, j'ai passé pas mal de temps dans le tiers-monde. Je peux vous dire que commencer à parler de changement climatique à des gens qui ont de la difficulté à se nourrir à la fin de la semaine, je ne vois pas l'intérêt non plus. C'est demander beaucoup trop. En revanche, leur fournir des moyens d'avoir une production agricole qui leur permet d'être autonome et qui n'est pas endommageable pour l'environnement et qui, etc., va avoir un effet positif sur l'environnement et sur leur qualité de vie en même temps. Donc, c'est pour ça, moi, que sur ces questions-là, franchement, on n'est pas obligé d'en parler du climat pour faire quelque chose. Ça n'intéresse pas tout le monde, c'est pas vrai, et ça n'intéressera jamais tout le monde. Il y a autre chose au quotidien qui nous préoccupe. On a du boulot, on a des enfants, on a... etc., etc. Donc, des gens qui sont maniaques, comme certaines personnes aussi autour de la table, je m'inclus, qui vivent de ça, qui écrivent ça, qui lisent ça, qui pensent climat, c'est ma signature dans mon mail, penser climat,
c'est pas fait pour tout le monde, et ça, je peux le comprendre. Et donc, il faut être beaucoup plus imaginatif dans notre manière d'interpeller les gens que de parler de climat tout le temps. Il y avait un post-it, effectivement. Il y avait un post-it, effectivement, qui disait comment en profiter sans tuer le monde, en fait. La question, elle est celle-là. On a tous envie, quand même, de loisirs, de se faire plaisir, etc. Donc, comment se faire plaisir? Comment en profiter sans tuer le monde? Est-ce que quelqu'un... J'ai une phrase très rapide. Moi, je regarde les fleurs pousser et les arbres, et ça me donne un moment fabuleux. Oui, mais moi, je suis à la fois totalement d'accord, surtout avec la dernière phrase, hein, avec mon voisin, et en même temps, là, il y a quand même une petite différence de culture, peut-être justement anglo-saxonne, européenne. Enfin. Non, mais c'est en écho avec tout ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas fan quand même de l'idée d'initiative individuelle comme étant au cœur de la solution, mais c'est aussi un peu en écho à la remarque que quelqu'un avait faite tout à l'heure. Mais bien sûr qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être préoccupé par ça en permanence et d'en faire, et là on est d'accord, notre priorité collective. Mais justement, c'est à ça que sert la loi. Pour moi, la loi, elle est là pour donner un cadre au sein duquel on peut exister sans être trop nuisible à ce qui n'est pas nous-mêmes. Enfin, je veux dire, on ne voterait pas pour un homme politique qui dirait « moi, je vais légaliser le viol, le meurtre et la torture ». Non, je veux dire, on ne va juste pas les lire. Et donc, je ne comprends pas pourquoi la destruction de la terre est aujourd'hui autorisée dans le cadre légal qui est le nôtre. Ça ne me choquerait pas, je vais encore me faire traiter de dictateur, mais ça ne me choquerait pas que nous évoluions, que nous soyons en train d'évoluer vers un cadre législatif qui ne nous permet tout simplement plus de faire les actions qui ont trop d'effets néfastes pour les autres, c'est-à-dire pour les autres humains et les autres vivants. Et dans ce cadre-là, évidemment qu'on aura d'autres préoccupations que l'écologie et que moi je continuerai à être passionné de mille et une choses et comme mon voisin à regarder les arbres, les fleurs et les plantes. Et le dernier point, et je passe la parole j'ai oublié ton prénom, François, je trouve qu'on parle trop de climat. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est encore relativement modéré. Enfin, il n'est pas nul, mais il n'est pas extraordinairement élevé aujourd'hui, et qu'on a déjà perdu 70% du vivant. Ne croyez surtout pas que le problème est seulement le climat. Bien sûr, c'est un problème, hein, ce n'est pas moi qui veux dire le contraire, mais il ne faut pas traiter que ça. Si on traite que ça, je vous promets que même si on émettait 0 CO2 en ce moment, on continuerait de dévaster la planète. Hein. Donc ce n'est pas uniquement un problème de climat. François, oui, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que tout ça passe par des leaders? L'important, en fait, c'est la machine politique. Elle fonctionne avec de l'empathie, des formes de représentation. Ça peut passer par des leaders, mais ça peut aussi passer par des représentations imagées, par plein de formes, en fait, de l'art, etc. Et en fait, le moteur politique qui va faire qu'il y aura un changement plus global, plus vaste en termes de mentalité, c'est le moteur de l'indignation. Et l'indignation, elle va passer par les émotions. Et peut-être que des fois, il y a un peu ce côté catastrophiste, c'est la fin du monde, etc. Mais c'est une façon aussi de nous permettre d'être pas seulement dans la raison, etc. C'est d'être indigné et d'être en colère contre ce qui se passe. Parce que c'est aussi l'histoire d'une lutte, c'est une bataille. On n'est pas là dans une transition facile, coulante, etc. Et donc, il faut des colères, il faut vraiment un sentiment d'indignation. Ça passe pas nécessairement par la figure du leader, mais ça passe aussi par des images, par plein de choses. Et il faut développer ça, par contre. Autant sur le côté... responsabilité de l'individu face à l'environnement, etc. Moi, je trouve que c'est un peu difficile et je trouve qu'il faut plus agir au niveau des structures. Par contre, autant au niveau du changement de mentalité, il faut jouer énormément sur cette fibre émotionnelle qui permet l'indignation parce que c'est le moteur du changement en politique. Merci. Du coup, je vous propose de passer au troisième bloc de post-it. Du coup, Nadia, tu nous rappelles ce qu'il y avait dans cet espace-là. Alors, les questions tournent autour du modèle politique et du risque d'un régime qui soit liberticide
voire dictatorial? Est-ce qu'il y a un vrai risque à aller vers un régime liberticide? Est-ce qu'il y a un régime politique qui serait plus adapté qu'un autre, plus susceptible de sauver la planète? Est-ce que la démocratie participative est compatible avec la transition environnementale? Bref, quel est le type de régime politique qui serait le plus adapté à une évolution dans le cadre d'une transition écologique? Ensuite, il y a la question des échelles. Comment on agit à l'échelle internationale? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce que les objectifs du développement durable de l'ONU servent à quelque chose? Est-ce qu'il manque une nouvelle institution internationale qui pourrait être régulatrice au niveau international? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un droit d'ingérence qui permette d'empêcher certains États d'avoir des comportements qui vont à l'encontre des enjeux climatiques? Et puis au-delà du niveau international, comment on agit au niveau local sur des politiques qui parfois peuvent paraître contradictoires ou incompatibles avec des enjeux environnementaux? Donc du micro-local au global, comment on est cohérent? Merci. Allez-y, oui. Oui, alors je pense que pour moi, il y a quelque chose de central. Je vois un post-it, faut-il créer une instance internationale régulatrice? Alors, effectivement, en fait, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est beaucoup une capacité, un sentiment d'impuissance. On entend beaucoup de gens dire « mais pourquoi je ferais des efforts puisque de toute façon, il y a 1,5 milliard de Chinois qui font n'importe quoi ». Et on constate que finalement, il y a une question sur les ODD, les objectifs du développement durable. Moi, je ferai référence également aux objectifs d'Aichi, parce qu'on évoque le vivant, la biodiversité. À Aichi, en Corée du Sud, en 2010, on s'est fixé des objectifs, 20 objectifs pour la prochaine décennie, donc jusqu'en 2020. Et on fera le bilan l'année prochaine. Et sur ces 20 objectifs, donc pour mettre fin à l'érosion ou à l'effondrement de la biodiversité, suivant qu'on est optimiste ou réaliste, et sur ces 20 objectifs, on fera le bilan l'année prochaine, mais il y en a un qui est atteint. 19, on est complètement à la rue. Complètement à la rue. Et en fait, il y a quelque chose qui est fondamental, je pense, c'est que le modèle d'État-nation tel qu'on le connaît et autour duquel s'est organisée la société internationale est un modèle qui a été inventé il y a 300, 400 ans et dans lequel les frontières permettaient de protéger les populations des risques, de protéger d'une invasion militaire, etc. Aujourd'hui, qu'on parle de biodiversité, qu'on parle de climat, les frontières, elles ne protègent plus rien. Plus rien. Alors, on arrive finalement à ce système, à cette notion d'État-nation qui, à mon sens, est à bout de souffle. Et face à cette impuissance, on a des peuples qui se donnent au premier bonimenteur qui va leur dire, comme Salvini en Italie ou Trump aux États-Unis, qu'on va construire un mur et vous verrez, vous serez protégés. Mais non, 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 non. Le mur, il va pas protéger de la hausse des températures, il ne va pas protéger des mouvements migratoires. Peut-être que Salvini, c'est efficace là, de refuser des bateaux actuellement, mais quand dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura des centaines de milliers, de millions de personnes qui iront et qui seront légitimes aussi à venir vers chez nous, parce qu'ils ne seront pas responsables des effets du mode de développement dont ils subissent en premier les effets. Et tout ça, ces frontières ne fonctionneront plus. Donc, est-ce qu'il faut un organe international indépendant de régulation? Oui. Sous quelle forme? La plus démocratique possible, j'espère. Mais en tout cas, est-ce qu'il faut dépasser le concept d'État-nation? J'en suis persuadé. Une des questions qui est notée, c'est: a-t-on le temps de la démocratie face à l'urgence climatique? Quelle question? Moi, je vais revenir à cette question-là, mais aussi la question du meilleur système politique. S'il y a un truc qu'on comprend sur la question du changement climatique, c'est que les solutions uniques et homogènes pour tout le monde ne marchent pas. Ce qu'on veut, c'est la diversité. Une diversification des solutions, simplement pour une bonne raison très rationaliste pour le moment, c'est qu'en fait, on n'en sait pas assez pour savoir quelle est la meilleure solution. Okay? Deuxième chose, de manière très pragmatique, une seule solution énergétique, par exemple, ne pourra pas remplacer les énergies fossiles. Il en faut une multitude. Pour moi, c'est la même chose avec les systèmes politiques. Il ne peut pas y avoir un système politique qui va répondre à tous les défis. Tous les systèmes politiques ont leurs défauts et leurs qualités, leurs avantages et leurs inconvénients face à l'urgence climatique.
Je pense que l'État chinois est un très bon exemple de ces du paradoxe. Le gouvernement chinois est très très fort sur les questions de changement climatique, installe énormément d'énergie renouvelable, de photovoltaïque et d'éoliennes et de centrales à charbon. Fait les deux. Donc, et ici, on fait peut-être moins en termes d'énergie renouvelable, mais on a d'autres avantages et d'autres actions, d'autres initiatives qui valent vraiment la peine. Les plans climat-énergie territoriaux en France sont quasi uniques dans le monde de par leur poids, leur potentiel légal et leur potentiel de résultat. Ça ne se fait pas partout. Il ne faut pas penser que la plupart des pays ont ce type de plan. Donc, il n'y a pas un seul parti politique ou un système politique qui a toutes les réponses. C'est juste impossible. Et si on s'enferme dans cette logique, le jour où ce système politique est face à un danger auquel il ne peut pas répondre, il est foutu et il n'y a pas d'alternative ailleurs. Donc il faut garder des alternatives, il faut garder la multitude. Là, moi, la biodiversité, j'y crois, mais j'y crois autant en termes culturels et politiques et économiques. Je vais continuer exactement ce que tu es en train de dire en prenant un exemple. J'ai étudié du coup la démocratie directe en Suisse avec l'initiative populaire qui est à la mode actuellement. Et cette initiative populaire, dans son histoire, elle a contribué à faire émerger pas mal d'initiatives sur protection de l'environnement, protection de la nature. Il y en a quelques-unes qui ont réussi. Par exemple, toutes les communes, aucune commune n'a le droit d'avoir plus de 20% de résidences secondaires, ce qui fait que ça préserve un peu le milieu alpin, par exemple, où il y a beaucoup de touristes, etc. Il y a une initiative actuellement qui va bientôt être votée sur les multinationales responsables, sur le fait de pouvoir les condamner si elles enfreignent les droits fondamentaux en termes des droits humains, mais aussi les droits environnementaux à l'étranger. Donc ça veut dire que les personnes victimes à l'étranger pourront attaquer les multinationales suisses sur le sol suisse, avec le droit suisse, c'est-à-dire avec une reconnaissance large des droits humains. Et puis, à l'inverse aussi, vous avez plein d'initiatives qui sont arrivées sur régulation économique, régulation financière, et toutes celles-là, elles ont échoué, parce que la Suisse est dans un contexte très néolibéral, où il y a une forte valeur politique de l'économie, du capitalisme, et donc du coup, du capitalisme financier, et donc du coup, ces initiatives, elles échouent à chaque fois, et ça contribue pas à améliorer le problème. Et donc du coup, même avec une belle démocratie directe sur le papier, on peut aboutir à des choses qui sont très 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 éloignées. Donc effectivement, il faut diversifier les façons de faire de la politique, parce que ça permet justement l'inclusion dont on parlait tout à l'heure. Sinon, si on n'a qu'une façon de voter, si on n'a qu'une façon de s'exprimer, forcément on exclut des gens parce qu'on est différent. Dans les post-it, on allait jusqu'au droit d'ingérence. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place? Est-ce que c'est des choses qui sont réfléchies au niveau international aujourd'hui? C'est très compliqué parce que on porte atteinte au cœur de l'État qui est sa souveraineté. Mais néanmoins, on a vu qu'à chaque fois que l'humanité a dû parer à des menaces qui étaient des menaces majeures, les États ont consenti des abandons de souveraineté. Et c'est le cas notamment en matière de piraterie, où on a inventé, par exemple aux États-Unis, l'Alien Tort Act, qui permettait de juger quiconque était coupable de faits de piraterie n'importe où dans le monde et de l'attraire devant un juge américain. C'est là où on a permis également le droit de poursuivre des pirates, y compris si on devait les poursuivre dans le territoire d'un État étranger. C'est le seul cas où on a le droit de continuer la poursuite dans les eaux d'un État étranger. On le voit également en matière de nucléaire militaire. On n'en parle pas beaucoup, mais le nucléaire militaire, on a quand même réussi à contenir la prolifération de l'arme atomique. Et comment? En consentant des abandons de souveraineté. C'était, rappelez-vous, pendant la guerre en Irak, les prémices de la guerre en Irak, vous aviez un régime militaire, ou aujourd'hui en Iran, des régimes militaires qui sont autoritaires et qui pourtant ouvrent leurs portes de leurs installations les plus sensibles, leurs installations militaires, à des inspecteurs étrangers. C'est le système de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc on voit que quand l'humanité a dû faire face à des menaces qui mettaient en question sa survie,
finalement, c'est la souveraineté qui cède. Et je pense que pour le climat, pour la biodiversité, pour tous les problèmes environnementaux qui aujourd'hui ne sont plus des problèmes nationaux, qui sont même plus des problèmes internationaux, mais qui sont des problèmes globaux, on doit avoir des instances de régulation globale, y compris si on doit porter atteinte à la souveraineté d'un État. Il y a une proposition qui semble assez intéressante, créer un Parlement des 18-25 ans pour décider de notre avenir écologique et solidaire. Est-ce que c'était un autre post-it aussi? Est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que vous pensez que naturellement, dans une génération ou deux, on y arrivera? Est-ce que c'est juste cette question-là, en fait, qu'on est trop vieux? Alors, moi, c'est la question que je pose presque à chaque cours à mes étudiants. Et j'arrive pas à savoir, globalement, sur toutes les questions qui m'indignent, donc l'écologie, et puis aussi toutes les crispations sociales que je ne vais pas noter ici de façon explicite, mais enfin qui personnellement m'agacent beaucoup parce que je vois un niveau d'intolérance dans notre société qui m'horrifie, je me rends compte que ça va mieux chez les jeunes. Et je leur demande, mais est-ce que c'est parce que tendanciellement ça va mieux, ou est-ce que dans 20 ans vous serez aussi des vieux cons ? Et en fait, j'ai toujours pas la réponse à cette question. C'est-à-dire que je ne sais pas si quand eux seront aux commandes, ils auront gardé leur état d'esprit actuel et tout ira bien, ou s'ils auront été pervertis par l'environnement et ça ne sera évidemment pas du tout préférable. Donc ça, nous verrons bien. En même temps, bon, faut faire attention comme ça un peu à l'attrait presque... Voilà, moi, à mon tour de ne pas être très politiquement correct, il y a une sorte d'attrait du jeunisme qui fait que n'importe quelle connerie dit par un ado, bah, c'est cool, quoi, parce que c'est un ado. Bon, c'est pas si simple que ça. Moi, je suis très pour qu'on effectivement donne la parole aux jeunes, qu'on vote plus tôt, etc. Je pense que c'est une très bonne chose. Notre société est un peu gangrénée quand même par le poids du troisième âge, qui a un pouvoir politique énorme, alors que ce sont des gens qui sont un peu moins actifs. Donc, qu'on se décale vers la jeunesse me paraît souhaitable. Qu'on lui donne tout pouvoir n'a pas sens non plus. Voilà, parce que je crois que le problème est un peu multifactoriel. Et je voulais juste revenir sur un tout petit point précédent extrêmement rapidement, qui est hiérarchiser les moyens d'action. Moi, on m'a dit très 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 souvent, mais ce que vous dites c'est sympa, mais ça n'a pas de sens parce que tant qu'on n'aura pas tué le néolibéralisme, ça ne servira à rien. D'autres gens, un peu plus généraux, m'ont dit non, en fait, ce qu'il faut tuer, c'est le capitalisme. D'autres m'ont dit non, en fait, ce qu'il faut tuer, c'est la démographie galopante. On m'a même dit, plus étonnant, ce qu'il faut tuer, c'est la religion. Tout ça pour dire que chacun a son analyse sur la cause fondamentale du problème, et le fait est, que ça plaise ou non, qu'on ne se mettra pas d'accord. C'est sûr qu'on ne se mettra pas d'accord. Et si on se dit il faut attaquer la cause parce qu'il ne sert à rien de s'attaquer à la conséquence, alors on ne fera jamais rien. Donc moi je crois que pour une fois, on peut renverser la logique et nous attaquer d'abord à la conséquence. Nous attaquer à la conséquence, ça veut dire n'être pas dogmatique, le faire, et on verra bien quel est le système qui permet de le faire. Donc, Aurélia Barrault, vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez en train de parler, mais il y avait un petit post-it qui proposait d'envoyer les cons dans les trous noirs. Donc je vous propose de revenir dans la salle sur une ou deux interrogations avant de s'acheminer vers la fin. Peut-être de ce côté, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions de ce côté, s'il y a des envies des personnes qui ont envie devant, là. Alors, bon, la dame et puis après le monsieur qui est là devant. Allez-y. Je trouve anormal quelque part que ce soit les gens de 70, 80 ans qui décident pour l'avenir des jeunes. Ok, donc on rajoute un vote. Oui, puis il y avait devant aussi après. Oui, moi j'ai une question et à la fois une réflexion. La question c'est est-ce que les politiques peuvent vraiment avoir un rôle à jouer pour que le simple citoyen puisse agir par rapport à cette question du climat, parce que les discours alarmants, on entend tous les jours, on n'a pas une autre planète, on n'a pas de plan B, mais à ce jour, on a tellement dévasté la Terre qu'on va polluer encore l'espace. Donc est-ce qu'il y a vraiment possibilité que les politiques, et comment surtout, peuvent faire agir ou réagir le simple citoyen et pas les écologistes de première classe qui sont déjà sensibilisés à cette question? Politique de mobilité, rénovation d'habitat, végétalisation, voiture,
il y a énormément de politiques publiques qui vont dans le sens du changement climatique, qui vont dans le sens de la lutte contre le changement climatique, et tranquillement en France sur les questions d'adaptation au changement climatique, mais ça c'est autre chose. Mais il y a énormément de choses qui sont faites. Moi j'ai commencé à bosser là-dessus en 2005, mais on pataugeait dans la gadoue. Littéralement, on ne savait pas ce qu'on faisait. Et si on réussissait avec un projet, puis on se disait, hey, on a une réussite, on ne savait même pas pourquoi. Et puis si on échouait, on ne savait pas pourquoi non plus. Et donc là, on a eu des évaluations, on a eu des retours sur expérience qui ont fait que maintenant, on sait, on s'en va. La question, c'est plus de savoir comment on fait, c'est de le faire à quelle vitesse, mais quels sont les obstacles qui nous empêchent de le faire. Sur les questions d'atténuation, sur les questions d'adaptation, autant biologiquement on commence à comprendre les impacts, mais les questions d'adaptation des sociétés humaines aux impacts du changement climatique qui ont des impacts sur la nature, etc., c'est vachement plus complexe. Mais sur les questions d'atténuation, on n'est plus en mode découverte là, on est en mode opérationnel, il faut juste faire plus et mieux. Mais il y a beaucoup de choses. Franchement, quand on regarde ce qu'on faisait il y a 10-15 ans, on n'est plus dans le même monde. Moi, je peux vous dire un petit mot sur la dernière intervention. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement comprise, mais si je l'ai bien comprise, sincèrement, moi, c'est une question que je me pose, en fait. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'en allant plus vite à la catastrophe, ce ne serait pas finalement presque mieux ? Le problème de ce raisonnement, c'est que on est confortablement installé là dans une salle, tu vois, qui est chauffée. C'est magnifique. On est entouré de bois. Je connais pas ta vie, mais je suppose que tu vas peut-être pas aller dormir dans la rue. Tu as peut-être un vrai lit, etc. Moi, j'en ai un en tout cas. Et on est là à se dire, peut-être qu'après tout, il faut mieux laisser mourir tout le monde et ça serait pour le meilleur. Mais d'un seul coup, quand même, il faut comprendre que c'est pas des abstractions dont on parle. C'est pas juste. Moi, franchement, la fin de la société techno-industrielle, ça m'empêcherait pas de dormir. Hein. Je cherche pas à tout prix à sauver le monde tel qu'il est. Au contraire, même, j'aimerais qu'il change. Mais là, on est en train de parler quand même de milliards d'humains et de millions de milliards de vivants non humains qui risquent de mourir dans des conditions épouvantables. Je veux dire, on parle de famine, de pandémie, de guerre, de choses qui sont vraiment, vraiment terribles. Alors là, confortablement installé, se dire, bon, finalement, c'est peut-être le mieux. Moi, sincèrement, je ne suis pas prêt à le faire. Je ne suis pas prêt à le faire parce qu'on parle de gens qu'on connaît, quoi. Ce n'est pas des abstractions. Et je ne suis pas prêt à sacrifier les vivants actuels pour ceux qui ne sont pas encore nés, qui seront peut-être aussi bien ou meilleurs que nous. C'est vrai que c'est possible. C'est vrai que si on s'éteint, on sera peut-être remplacé par des espèces extraordinaires. Sauf que pour l'instant, elles ne vont pas souffrir, elles n'existent pas. Nous, on est là, et je trouve quand même que se battre pour minimiser l'agonie de ce que nous sommes, c'est un jeu qui mérite d'être joué, quoi. Oui, je voulais juste ajouter, ça rejoint la question des générations, enfin, vous faire partager une petite expérience que j'ai eue samedi avec, je suis le parrain d'un petit David qui a 4 ans et demi, et il me dit, et parrain, tu sais quel est le pays le plus triste du monde ? Je dis, non, je ne sais pas. Il me dit, c'est la mer. Je dis, mais pourquoi la mer ? Parce que c'est plein de plastique et tous les animaux meurent. Alors là, un gros coup, parce qu'à 4 ans et demi, je ne pensais pas à ces questions-là. Je me dis une certaine lucidité, une tristesse, parce que finalement, on leur vole un petit peu aussi leur innocence à les confronter aussi jeunes à des problèmes aussi graves, mais c'est aussi pour ces petits David, ces petits Jean, ces petits Paul, ces petits Kader, etc., partout dans le monde, qu'il faut se battre, quoi, parce que c'est eux n'ont rien demandé, et c'est aussi leur monde qu'on leur laissera. Juste une phrase pour rebondir, parce qu'on a parlé beaucoup de peur, de crainte, de la souffrance. Et là, c'est mon moteur aussi, hein, éviter la souffrance, parce que moi, de toute façon, toi et moi, on va être morts quand ça va vraiment cogner, mais pas nos enfants. Mais il y a un autre truc ici pour lequel on peut se battre, hein, c'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la biodiversité de la planète. Donc là, il y a un moteur négatif, la peur, et puis il y a aussi l'attrait de sauvegarder la beauté. Moi, je voulais revenir sur les jeunes. Est-ce qu'ils sont plus en mesure de changer les choses que les vieux ? C'est pas une question de vieux ou de jeunes, c'est une question de socialisation politique. Et effectivement, on est dans un moment, depuis
plusieurs années où on va dans un sens et je pense qu'ils seront forcément plus affectés par ces problèmes-là et donc ils auront plus de solutions, ils auront plus conscience de ces choses-là. C'est pas quelque chose générationnel, mais c'est quelque chose juste de la construction. La politique, ça construit des problèmes. Des fois, il n'y a pas de problème, mais on construit quand même un problème parce qu'on a des solutions qui marchent bien. Et à l'inverse, des fois, on a des gros problèmes, mais on les ignore complètement. Et la politique, elle doit jouer ce jeu de le maillage entre la réalité et ce qu'on montre. Et là, on est dans un moment quand même où on fait de plus en plus monter ce problème-là et ça laisse de l'espoir. Je propose à Auriel Barraud de peut-être revenir sur ce que vous aviez dit juste avant, parce qu'on ne l'a pas apprécié à sa juste mesure. Et attention, parce que je risque de vous réciter la totalité du poème qui fait 3/4 d'heure, si vous me cherchez. Parce que voilà, on parlait de beauté, et moi j'adore quand mon voisin parle de beauté, des plantes et des fleurs, et je disais que Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie, mais la beauté, Seigneur, toujours je l'ai servi. C'est un tout petit extrait du poème Le condamné à mort de Jean Genet, et je le trouve sublime parce qu'il est dans une prison, enfin il se fantasme dans une prison au bagne, son amant va mourir, et il se dit, même là finalement, il y a encore de l'amour parce qu'il y a encore de la beauté. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé pleinement à ce débat. Merci beaucoup à nos intervenants. Ce n'est qu'une étape dans notre chemin, mais je vous remercie pour cette étape qui a été riche, pertinente et belle. Merci beaucoup. Sylvie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir assisté à nos 2h20 de spectacle. Noé et moi sommes ravis d'avoir pu compter sur vous. On espère que ça vous a plu, surtout. On a donné énormément de nous-mêmes. Voilà, alors il y a différents points qui nous ont marqués tout au long de cette soirée qu'on souhaitait partager avec vous de manière à un peu récapituler tout ce qui s'est dit sur ces 2 heures d'échange et de débat. La première, Noé, et c'est quand même notable, on peut sauver le monde avec des post-it. Voilà. Tout à fait. Ça commence comme ça. L'apocalypse peut être évité avec des post-it, certes des post-it virtuels, mais de couleur chamarrée. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, MacGyver était un visionnaire. Il est possible de sauver des gens, la planète, juste avec quelques post-it. Et quelques bouts de papier. Alors, et vos idées. Quand vous rentrerez chez vous, n'hésitez pas à poser un petit post-it avec un petit mot doux pour votre compagnon, votre compagne, votre chéri, l'amour, l'élu de votre cœur, et lui signifier en toute belle poésie que vous tenez à cette personne profondément. C'est déjà un premier pas pour aller vers cette non-apocalypse qui finalement nous appelons tous de nos voeux. Deuxième chose, très très importante, réécoutons les vieux discours du Premier ministre Pierre Messmer. Connectons-nous au site de l'INA et puis allons voir ces vieilles images de l'ERTF où le Premier ministre s'adresse à la population française. Pierre Messmer indique à tout le monde qu'il faut cesser d'user les véhicules à moteur. Exactement, n'oubliez pas, rouler en pétrolette, mais pas trop vite. Voilà, alors on va retourner tous, bien sûr, à la patinette et tous ces genres de choses. Un point aussi qui m'a semblé très très important, surtout, quoi qu'il arrive, n'élisons pas d'imposteurs. Non. C'est la base. Moi j'aimais bien. Et pourtant j'ai le sentiment que régulièrement on se fait un peu avoir. Ouais, à chaque fois. Hein. On y croit, on choisit, on dit ah ouais, lui quand même, lui il présente bien. Lui, il n'a pas envie de... Et puis, au bout d'un moment... c'est toujours un peu avoir, on se laisse embobiner. Et puis peut-être qu'on aime ça, faut peut-être changer ça. Oui, on est peut-être un peu maso. Il faut... Un de nos amis nous a dit, d'ailleurs, il faudrait qu'on lui demande de rejoindre notre groupe. Arrêtons avec les industries qui ne servent à rien. Ouais. Voilà. C'est vrai, il y a plein de choses. Il a cité le vernis à ongles. Ouais. Moi, je rentre ce soir et en fait, je vais arracher la litière de mon chat parce qu'en fait, c'est vrai que ça sert à pas grand-chose. Ouais, il peut se débrouiller très bien, il me l'a jamais demandé.
Moi, je l'ai mise parce que j'ai vu à la télé. Ouais, c'est juste des petits graviers comme ça. C'est du petit gravier, hein, pas besoin, on peut faire qu'une industrie du gravier, ça suffirait. Alors, un autre point qui me semble aussi très important de noter, quand nous faisons des conférences comme ça, il est important d'inviter un Québécois. C'est vrai que ça pose quelque chose. Voilà, et je demande à ce qu'on les applaudisse bien fort. Parfaitement. Parce que tout a l'air plus sympa en québécois. Voilà, on met du fun. D'ailleurs, on voudrait peut-être les élections, peut-être qu'on pense. Élisons un Québécois. Ouais, moi je pense que c'est. On va importer des politiciens de là-bas. Stéphane Labranche. Stéphane Labranche, sur lequel on s'est assis. Voilà. Alors, quelqu'un l'a dit aussi, et je pense que Noé, ça va nous parler, et Monsieur le maire vient de partir, et c'est dommage. Rendons le vélo plus sexy que carrément. la voiture. Voilà. Mais en plus, déjà, ça fera vachement d'économie. C'est-à-dire, si on a envie de se la péter, il y a juste à coller Maserati sur son métro vélo. Voilà. Ça coûte pas super cher. Voilà. Alors par contre, j'ai juste un souci, à mon avis, en prévision. Ok, ça va marcher. Mais alors, à quoi ça va ressembler Fast and Furious 9 ? Dwayne Johnson en cycliste. Où on pourrait autoriser le port du cuissard à la population entière. Voilà, peut-être que si on habitue les gens, au cinéma, ça passera. On serait tous en moule paquet tous les matins. Salut, ça va, très bien. Okay, après, je sais, ça peut être passionnant, mais sauter par-dessus un hélicoptère en vélo, ça va pas être... Non. Voilà. Alors que jusqu'à là, Fast and Furious, c'est assez crédible. Là... Alors, quelqu'un l'a dit, et Sylvie nous l'a rappelé aussi, dans sa bienveillance et dans sa clairvoyance surtout. Envoyons les cons dans un trou noir. Oui. Voilà. Alors, j'adore cette idée. Alors, creusons. J'adore cette idée. Par contre, il va falloir demander à tous les spécialistes qui étaient là, qui nous auront expliqué ça, est-ce qu'il existe un trou noir assez grand ? Aurélien, où trouver un trou noir ? On pourrait très bien demander à tous les enfants qui jouent dans les bacs à sable de la ville de creuser ensemble. En même temps, voilà. de concert. Voilà. Ça fera suffisamment peut-être d'antimatière à base de trous. Et puis, pour créer. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas vraiment. Exactement, c'est une force de travail, cette jeunesse. Utilisons-la pour à des fins utiles. Parce qu'effectivement, on a parlé de demander aux gens qui ont de l'argent, aux gens qui n'en ont pas, mais les enfants. On les écoute. Qu'est-ce qu'ils font pour nous, eux C'est vrai. Des câlins, on va aller où avec des câlins ? Ouais, ça ne fait rien avancer. Voilà. Alors, non, c'est vrai. Qui bossent aussi un peu. Ouais, voilà. Alors, déjà, qui ramènent l'argent à la maison, c'est pas eux. Donc, au moins, sauver la planète. Nom de Dieu. Ça a été dit, et je pense que tous chez nous, on pourrait s'y mettre sérieusement. Regardons les arbres et les fleurs pousser. Prenez un peu de temps. Je vous propose 1 minute. Je vous laisse réfléchir. Pensez à un ficus, un yucca, un bégonia, un bouquet de chrysanthème, allez savoir, un platane. Ils ont des sentiments, ils ont des idées. Voilà. Peut-être qu'eux aussi aimeraient envoyer des post-it sur Klaxoon. Ouais, des post-it qui sont faits en papier, donc en arbre. L'arbre se dit oula. Ouais, tu vois, mais c'est une sorte de sacrifice personnel. On va faire des sacrifices, les arbres aussi. Tu fais des post-it. Alors ils ont changé plein d'arbres en ville, et c'est super pour en mettre de nouveau, des arbres plus jeunes, plus vigoureux. Jeunisme, jeunisme, végétalisme. Il se passe des choses. C'est vrai. Et voilà, donc ça c'est important. Ne coupons pas les platanes, ne coupons pas l'herbe sous les pieds. Ou en tout cas, on leur demande avant et on fait un débat. Débattons là-dessus, la démocratie participative. Couper ou ne pas couper. Ça fonctionne par ça fonctionne par vous. Alors surtout, pensez à toutes ces choses-là. La plus importante étant, bien entendu, sauver les chatons. Merci. Merci Noé, merci Thomas. Une toute petite dernière chose. Tous les post-it numériques seront mis en ligne sur la plateforme participative de la métropole grenobloise, participation.lametro.fr. Pas demain, parce que demain on est aux rencontres, mais dans un certain nombre de jours, promis, vous aurez tout sur la plateforme participative. Merci beaucoup, rentrez bien chez vous, au revoir.